Bonjour tout le monde, bienvenue dans la quotidienne Les Numériques. Nous sommes le 1er septembre, mais nous sommes un tout petit peu en retard. Merci d'avoir patienté tranquillement dans le chat en dansant. Je vois que vous étiez très actifs à vous amuser dans le chat tranquillement. On a eu un petit souci d'ordinateur puisque mon ordinateur a lâché. J'ai lâchement et avec une autorité vraiment abusive volé l'ordinateur d'Elisa, notre stagiaire, qui du coup travaille sur une Game Boy actuellement, la pauvre. Merci à toi Elisa de m'avoir prêté ton Mac. Merci évidemment à Cal et à Diana de m'avoir attendu, de préparer cette émission et d'avoir amélioré le studio. Vous pouvez pas le voir de votre côté, mais de notre côté, ils ont fait plein de choses hier sur ce qui était censé être leur jour de repos. Bref, en tout cas, j'espère que vous aussi, vous allez bien. On a un gros programme aujourd'hui puisque je vous rappelle, hier, il n'y avait pas de quotidienne pour cause de mission secrète. Du coup, on a 2 jours de tech à rattraper. J'ai un petit peu fait le tri et j'ai gardé aussi quelques infos pour demain qui sont peut-être moins urgentes. Aujourd'hui, on va attaquer nos derniers tests sur les numériques, les actus les plus chaudes et bref, vous allez avoir un sacré programme. Allez, c'est parti. Est-ce que Apple en a la date de la keynote ou demande tout de suite Philippe Montbard qui n'a pas le temps? Peut-être que j'en parle, c'est une des news. Mais d'abord, 2 objets compacts pour les gens qui avaient besoin, qui n'avaient peut-être pas beaucoup de place, mais qui avaient besoin de ces services. Le premier, c'est un lave-linge à faible profondeur. Et je tenais à rendre hommage à une personne avec qui j'ai passé la journée hier, une RH de notre entreprise, qui m'a dit qu'elle avait vécu pendant 1 an dans 9 mètres carrés en colocation lorsqu'elle était étudiante. Et écoutez, elle m'a raconté les trésors d'ingéniosité et d'ingénierie qu'elle a mis en place pour vivre avec son coloc pendant 1 an dans 9 mètres carrés. C'est absolument incroyable. Peut-être qu'elle aurait pu avoir ce petit lave-linge, un Electrolux, avec une référence toujours aussi poétique, la fameuse EW6S36S24BX, bien sûr, mais un lave-linge qui ne fait que 40 centimètres de profondeur, au lieu des 60 centimètres, j'imagine, réglementaires. Et j'imagine que dans un appartement d'une personne qui a 9 mètres carrés, 20 centimètres de profondeur en moins, bah, vous pouvez au moins loger une cuisine et une buanderie avec la place gagnée. En tout cas, voilà, on a testé ce tout petit lave-linge. Et voilà, je ne savais même pas que ça existait des lave-linges en faible profondeur. Par contre, j'imagine aussi que quand vous faites votre machine, bon, vous faites la machine avec que les chaussettes blanches parce qu'après la machine elle est remplie. Ensuite, vous faites la machine avec que les culottes vertes parce qu'après la machine elle est remplie. Je pense pas que le chargement soit énormissime non plus. Mais voilà, en tout cas, pensons aux étudiants, aux personnes qui ont des tout petits appartements et qui doivent gagner un petit peu. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça reste une machine plutôt de bonne, avec des bonnes performances. Encore une fois, pour sa taille. Donc je vous rappelle que chez les numériques, lorsqu'on met une note, c'est une note assez absolue. Donc elle n'a que 3 sur 5, aussi parce qu'elle a des limitations. Et donc évidemment, si vous achetez une machine compacte, c'est une excellente machine compacte, mais dans nos comparatifs de machines, elle prend en tout cas 3 sur 5. Waxladran qui demande si mon lave-linge bouge toujours tout seul. J'ai changé de lave-linge. C'est vrai que pour les gens qui ne savent pas, j'ai un lave-linge qui m'est enfermé en dehors de ma cuisine. Voilà, qui s'est mis qui ne bougeait jamais, qui s'est mis à sauter sur une phase de séchage et qui s'est calé entre mon frigo et ma porte de cuisine. Et j'ai dû briser ma porte de cuisine pour rentrer dans ma cuisine. Voilà, c'était. Était-il possédé par le diable? Je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, j'espère que cette petite machine à laver, du coup, saura se tenir calme. Encore une fois, elle est toute petite, donc ça devrait aller. Deuxième, en tout cas, appareil compact, très très compact. Et ce coup-ci, c'est un soulèvement des machines, nous dit l'abbé Cool. 5 sur 5, vous pouvez les mettre 5 sur 5 dans le chat. Deuxième appareil très très compact, moins utile et plus gadget, mais toujours plaisant. Vous savez, ce sont les mini imprimantes, les Pico imprimantes, parce que là c'est la Xiaomi Mi Portable Photo Printer en tout cas. Vous savez, c'est le genre de petit objet très sympa qu'on peut emmener en soirée, en week-end ou en mariage, puisqu'elle vous permet de recevoir sans fil des datas de vos téléphones et de vos appareils photo et d'imprimer tout ça pour distribuer. Et évidemment, c'est très chouette. Alors encore une fois, elle n'est pas grande du tout, du tout, du tout. Vous allez voir, elle rentre littéralement dans une poche. Vous voyez? Là, c'est vraiment très 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 compact, vous la trimballez partout. Pareil, elle coûte pas très cher, je crois qu'elle coûte un peu moins de 60 euros. 1 minute pour imprimer une photo, vous voyez, hop, avec des couleurs, bon, encore une fois, pas top, parce que j'imagine que c'est une petite imprimante thermique portable, mais encore une fois, c'est plus pour l'aspect partage et rigolade que pour accrocher ça au-dessus de votre cheminée, évidemment, tous vos trophées de chasse
dans votre château secondaire. En tout cas, voilà une petite imprimante pas trop chère et l'occasion de voir la tête de BG de ce cher Raphaël Benteo. Regardez-moi ce BG. Vous dites, oh, on dirait un mannequin. Et non, c'est un testeur les numériques. Incroyable. Je vous rappelle aussi, en parlant de testeur BG, hein, qu'on a publié, je vais le faire en direct. Là, notre test du Z Flip. Il est où? Ah oui, hop. Du Z Flip 3. Notre test vidéo est enfin paru hier soir. Et regardez-moi aussi cette autre BG absolument incroyable. Il n'y a que des hipsters. Regardez-moi ça. C'est le mannequin. Et non, c'est les hommes qui sont là pour faire des benchmarks d'autonomie. Ah, il faut baisser le son du PC. Ah bah du coup on a le son ici. Et donc vous voyez ici on a aussi publié le test. Ce coup-ci c'est évidemment Kevin qui s'est plié en deux pour ce test vidéo de Z Flip 3 avec la collaboration de toute notre équipe de prod. Du coup vous avez des très beaux plans, vous avez des très beaux montages, vous avez des effets spéciaux que je ne vous montrerai pas, c'est la surprise. Mais en tout cas voilà notre test du Z Flip 3 en vidéo et notre test en texte de cette petite imprimante. Voilà. Le plus cher, c'est le papier photo, nous dit Aliug. Tout à fait. Encore une fois, dites-vous bien que les imprimantes, le marché des imprimantes, c'est un peu comme le marché des consoles. On te donne l'appareil à prix coûtant, et derrière, sur les accessoires et les consommables, c'est là où tu te prends une grosse douille. Donc, que ce soit des cartouches de jeux vidéo, ou des cartouches d'encre, ou du papier, ou des disques, c'est là où en général tu prends la marge. Merci Madingue encore une fois pour tous les liens. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais Madingue est une intelligence artificielle qui ne fait que se nourrir des liens et des news de nos émissions. Et peut-être qu'un jour, Madingue deviendra sentiente, deviendra autonome, lui-même en tout cas. On enchaîne du coup, et on va passer au smartwatch avec beaucoup d'actualités smartwatch. Et après, on passera au casque à l'audio avec beaucoup d'actualités audio. On commence déjà avec un petit chart relevé par Laure, notre chef de service mobilité. Selon Counterpoint, qui est une entreprise qui fait des études assez sérieuses, les fameuses études américaines, eh bien, le marché ne fait que grandir, évidemment, et comme depuis ses quasi débuts, eh bien, l'Apple Watch est largement en tête. On est sur une hausse de quasiment 30% par rapport à l'année dernière. On rappelle que l'année dernière, les gens sont peut-être un peu moins sortis de chez eux, donc vous avez peut-être un peu moins besoin de faire du sport, par exemple. Mais en tout cas, là, c'est la grosse explosion. 28% pour Apple, qui est un petit peu en baisse, mais toujours un petit peu largement en tête. Et Apple aussi qui a passé un cap, 100 millions d'Apple Watch ont été vendus, toutes versions confondues, donc sur les 6 premières séries. Je vous rappelle qu'il y a une grosse rumeur sur la 7e série dont on parle dans quelques instants. Mais c'est assez incroyable, encore une fois, les performances de l'Apple Watch qui est vraiment très très loin devant la concurrence. Donc là, voilà, ça c'était 2020. 2021, eh bien, Apple est toujours très très loin devant. On a Huawei qui est deuxième et qui est en baisse, et on a surtout Samsung qui est en train de remonter, sachant que sur ces points-là, évidemment, on ne parle pas de la Galaxy Watch 4, qui est très prometteuse, qui est la première montre, je vous rappelle, qui est équipée de Wear OS 3, et qui, je l'espère, va bien se vendre, et va relancer un peu aussi le marché des montres connectées côté Android. Après, évidemment, on a des marques spécialisées comme par exemple Garmin. Je vous rappelle, Garmin a son propre OS comme d'autres marques qui ont décidé, elles, d'être 100% autonomes d'Android et de iOS là-dessus. Qu'est-ce qui a marché? Évidemment, des montres avec des prix à moins de 100 $. Donc là-dessus, on sort justement de la Watch 4, la Galaxy Watch 4 et de l'Apple Watch 4, 5 ou 6 en tout cas. Mais voilà, ça ne fait qu'augmenter. Et même si, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, lorsque les smartwatches ont été lancés, tout le monde disait c'est le nouvel iPhone, c'est le nouvel iPhone, c'est le nouvel iPhone. Et les gens avaient été un peu déçus en disant, bah, déjà d'un point de vue usage, je fais pas tant de choses dingo. Et d'un point de vue vente, c'était pas le nouvel iPhone. Bon, encore une fois, je ne sais pas si un jour on reverra un nouvel iPhone en termes de vente. Mais les montres connectées, finalement, petit à petit, elles rentrent dans les mœurs et les gens les utilisent de plus en plus. Et franchement, 100 millions de ventes en 6 générations, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ah oui, pour les gens qui demandent, Nadingue, c'est aussi un des piliers de chez Gotos, hein, tout à fait. Il ne s'arrête jamais. Bref, et encore une fois, là-dessus, j'attends vraiment et j'espère que Wear OS offre enfin aux constructeurs et aux utilisateurs une expérience vraiment bonne, un écosystème vraiment bon, un suivi
hardware et software vraiment bon parce que c'était vraiment, ça a été lancé et laissé en jachère au bout de 2 ans et en fait, les montres connectées les plus performantes hors Apple aujourd'hui sont, sur Tizen OS chez Samsung et sur Harmony OS chez Huawei et évidemment tout ce que font Garmin, Polar, et autres Suunto. J'espère en tout cas que Android va vraiment, vraiment, vraiment se réveiller. Justement, en parlant de l'Apple Watch, nos copains de chez CNET nous disent que l'Apple Watch pourrait être un peu retardé dû à la complexité de son nouveau design. Alors, je ne sais pas quelle est la complexité du nouveau design, parce que je vous rappelle, ça c'est un des leaks les plus sûrs, il vient de John Prosser sur le nouveau look de l'Apple Watch, qui aurait vraiment des bords plats. Est-ce que aplatir des bords, c'est compliqué? Alors j'imagine qu'il doit y avoir d'autres technologies ou d'autres pièces compliquées, puisque des problèmes d'assemblage des nouveaux composants de cet Apple Watch, est-ce que c'est un nouveau capteur? Eh bien, peut-être va la retarder. Donc, on rappelle que suivant l'humeur et suivant les années, des fois Apple annonce des Apple Watch en même temps que des iPhones, et des fois Apple annonce des Apple Watch en décalé avec les iPhones. En tout cas, selon Nikkei Asia, cet Apple Watch Series 7 pourrait être retardé en raison de difficultés de fabrication. La production en petit volume de la montre aurait débuté la semaine dernière, mais de nombreuses difficultés auraient empêché de passer la fabrication à grande échelle. Je vous rappelle que Apple est un constructeur qui évite de sortir ses produits en petite quantité, il préfère les retarder en général, et pour pas se retrouver dans des situations comme Nvidia avec des GeForce ou Sony avec des PlayStation. Donc j'imagine qu'Apple ne serait pas contre peut-être repousser la sortie de la montre pour en accumuler assez et les sortir en nombre là-dessus. Bon, on verra en tout cas, puisque je vous parle juste après un peu des rumeurs d'annonces du côté de la pomme. Hop là. Ils ont dû parier sur certains niveaux de miniaturisation qu'ils n'ont pas réussi à atteindre. Écoutez, je ne sais pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la montre, là, si on peut la remettre, Karl, encore une fois, la montre ne s'annonce pas plus petite qu'une Apple Watch classique. Et même la rumeur, c'est que les écrans vont regagner 1 mm. Donc on passe de 40 et 44 à 41 et 45 mm. Donc voilà. L'épaisseur elle pourrait peut-être être plus plate, ça c'est aussi à voir, mais je pense pas qu'il y ait de miniaturisation drastique de la part de la montre, à part en hauteur. Mais vous voyez, quand on regarde une Apple Watch, là aujourd'hui j'ai une 40 mm, donc c'est le modèle le plus petit possible. Je vais essayer de démonter la chose. J'aurais dû ramener la Galaxy Watch pour comparer aussi, mais bon, c'était la merde ce matin. Enlève-toi. Ouais, déjà une Apple Watch 40 mm. Je vais la mettre là sur un fond neutre. C'est très 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 petit et c'est déjà plutôt fin quoi. C'est vraiment ridiculement petit quoi. J'ai du mal à imaginer que l'Apple Watch 7 sera beaucoup beaucoup plus fine que ça. Mais peut-être que du coup, ils vont essayer de la faire encore plus fine et la rendre encore plus compacte. Mais il y a aussi une grande bataille puisque l'Apple Watch est aussi une des montres les plus complètes et les plus perfectionnées, mais aussi celle qui a le moins d'autonomie de tout le marché, puisqu'encore une fois, l'encombrement ça se paye. Et aujourd'hui, de toutes les montres que j'ai, l'Apple Watch est celle qui a l'autonomie la plus faible. Et c'est normal, encore une fois, puisque même si WatchOS est, je pense, très bien optimisé, c'est tout petit pour une montre qui est très complète. Donc il n'y a pas de secret. On verra en tout cas. Peut-être qu'ils vont essayer de gagner de la miniaturisation, comme vous dites, pour peut-être mettre une batterie plus grande aussi dans cette Apple Watch. On continue avec les smartwatches, beaucoup d'actu. On va passer maintenant chez Fossil, qui présente sa 6e génération de montres. Et justement, regardez un peu, ça commence à être un peu le bordel, puisque Fossil annonce des montres en 2021, et ces montres ne seront pas sous Wear OS 3. Donc, hein? Quoi? Que se passe-t-il? Eh bien, c'est un peu le bordel, et ça montre encore une fois qu'Android, il faut vraiment qu'ils arrivent à unifier et synchroniser un peu tous leurs constructeurs, puisque cette première génération de montres qui ont des nouveaux processeurs Qualcomm, des nouveaux capteurs, bref, tout de mieux, eh bien, par contre, ce qu'on apprend aussi, c'est que elles vont tourner sur Wear OS 2 et qu'il y aura une potentielle mise à jour pour Wear OS 3 entre début et fin 2022. Voilà, tranquillement, au calme, c'est pas très clair de leur part, mais en tout cas, pour l'instant, on aura l'ancienne version de Wear OS et Fossil pense upgrader sur Wear OS 3 à un moment l'année prochaine. Voilà, c'est... Bon, écoutez, bonjour à tous et à toutes si vous nous rejoignez dans l'émission. Bonjour à tous. Ça, c'est le genre de truc pour lesquels je n'achète pas de montre Android. Je n'ai pas acheté de montre Android jusqu'à aujourd'hui et pour lesquels je m'inquiète toujours pour Android. Encore une fois, c'est toujours un peu le bordel de me dire que
suivant le constructeur, je vais avoir un suivi qui est un peu différent, un décalage de sortie. Est-ce que quand ils vont enfin se mettre à Wear OS 3, eh bien on sera passé à Wear OS 4 parce que Google va annualiser son OS, etc. Est-ce que Fossil va me garantir que ma montre va être mise à jour pendant X années? C'est encore un petit peu flou. Et voilà, et justement, on parlait tout à l'heure des chiffres de vente des montres, des smartwatches dans le monde. La plupart sont aussi des montres entrée de gamme à moins de 100 dollars. Donc aujourd'hui, quand vous passez la barre des 150 ou 200 dollars, vous rentrez dans le milieu haut de gamme et au-delà des 300 dollars dans le haut de gamme. Là, ce sont des montres qui sont dans le haut de gamme, puisqu'ils sont entre 300 et 330 euros là-dessus pour certains modèles. Et pour moi, les montres ont l'air sympas. Fossil, ça fait longtemps qu'ils sont dans le game. Elles ont peut-être des qualités, mais le suivi logiciel, encore une fois, c'est un peu, c'est le Mr. Cruiser. C'est un peu limité. On va maintenant parler de montres pour vous, les super riches. C'est important, encore une fois, je vous rappelle, pensons à nos amis les super riches, les ultra riches. Vous qui ne voulez pas acheter une montre à 100 dollars, qu'est-ce que c'est qu'une montre à 100 dollars pour vous? C'est un élastique à cheveux, on s'en fout, vous le jetez à la fin de la journée. Voilà, vous avez besoin d'une montre un peu plus prestigieuse. Bugatti a une offre pour vous. C'est une montre, mais alors incroyable, il la lance sur Indiegogo. Genre les mecs, on dirait deux gars dans leur garage qui lancent un prototype un peu foireux de projet et qui essaient de se faire financer, même pas sur Kickstarter. Et donc incroyable, Bugatti va lancer la Ceramic Edition One, mais sur Indiegogo et Kickstarter. Ah non, mais il y a aussi Kickstarter du coup. Je n'ai pas bien compris le délire. Voilà, je n'ai pas bien compris le délire, puisque c'est pas très méga luxe, c'est ultra premium, ultra riche de lancer des campagnes Kickstarter Indiegogo. Pour moi, une campagne Kickstarter Indiegogo, c'est aidez-nous, on est une jeune boîte, on se lance, on fait des préventes, etc. C'est indigne d'une marque d'ultra riche. Donc je ne comprends pas bien la démarche de Bugatti derrière. Je vous rappelle aussi que beaucoup de marques et de plus en plus utilisent les plateformes de type Ulule et compagnie pour en fait faire plutôt des campagnes de marketing et cacher sous le côté genre la communauté se solidarise pour est solidaire pour aider un projet. Il y a plutôt un côté on fait de la prévente glorifiée avec un petit storytelling à l'américaine que tout le monde aime. D'accord, mais Bugatti en général, non? Sony l'a bien fait, nous dit Mehdi Marco et Jereon. Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Sony qui a fait des Indiegogo, hein. Il y a, si je ne m'abuse, il y a Xiaomi, je crois, qui a fait des Indiegogo. Des fois, il y a des grandes marques qui font des Indiegogo sur ce qu'ils appellent des projets un peu genre, bon, on a fait un projet un peu passion, on veut tâter le terrain pour voir s'il y a de la demande, et du coup, bon, on fait un Indiegogo, et puis en plus, ça fait un petit appel communautaire, de l'engagement, etc., etc. Pas de souci. Bugatti, ce sont des voitures à plusieurs millions d'euros, c'est la marque la plus exclusive, je crois que c'est les voitures les plus chères au monde. Je trouve ça bizarre de dire on va lancer une petite campagne de financement, voilà, et leur montre bénéficieront d'un tarif promotionnel de 25% par rapport au prix de vente public. Euh, je trouve ça bizarre, non? On n'achète pas une montre pour, on n'achète pas une montre pour, enfin une montre Bugatti pour essayer de grappiller de l'argent. Oh bon après elle est pas chère. Oui elle est pas chère. 900 euros. Je m'attendais à beaucoup plus cher. Bon écoutez. Sachant que je connais un homme qui stream beaucoup de Flight Simulator et de Hearthstone, et qui est de très mauvaise foi, qui a acheté une smartwatch Android à 1800 euros. Donc bon, tout est possible encore une fois. Ok, je m'attendais à plus cher. Bon, ça sent un peu le... Vous savez, comme quand les marques de luxe lancent des parfums, c'est plutôt histoire de vraiment vendre beaucoup de choses. Parce que je vous rappelle que Chanel ne vend pas beaucoup de robes de soirée, en vrai. Chanel vend surtout beaucoup, beaucoup de parfums. Bon, je sais pas ce que vous en pensez sur... Donnez-moi une petite note sur 5, si vous avez les étoiles, de la ligne de cette montre, qui est plutôt jolie, j'ai envie de dire, si vous aimez le côté un peu pompeux. Mais que je la trouve pas laide. Après, le gros Bugatti, c'est pas type top, je trouve. Mais je ne sais pas. Oui, je sais, les ultra riches, je vous ai déçu. Je pensais que cette montre était beaucoup plus chère. Elle n'est qu'à 900 euros. Je suis vraiment très déçu. Vous lui mettez combien sur 5 à cette montre alors? Cette Bugatti Céramique Edition One. Qui du coup, c'est drôle parce qu'à ce prix-là, elle est moins chère que l'Apple Watch la plus haut de gamme. Elle est moins chère qu'une Garmin haut de gamme aussi. Donc voilà. Ouais, ça a pas l'air de vous ambiancer, hein, ça a pas l'air de vous ambiancer. Écoutez, gardez votre argent, je vous trouverai une montre plus chère et plus exclusive bientôt. Voilà.
J'ai un petit appel que je vais couper. Hop. Allez, on enchaîne du coup. On quitte un peu les smartwatches et on va maintenant passer aux sons et aux écouteurs. Et vous allez voir, il y en a à peu près il y en a à peu près pour tous les goûts. C'est-à-dire que vous allez avoir du casque, de l'intra-auriculaire, du cher, du pas cher, il y en a un peu partout. On commence avec Jabra, un constructeur qui est très 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 populaire. Et vous savez, souvent Jabra, chez nous, la plupart de nos tests, ils n'ont pas toujours les meilleurs modèles, mais quand ils ont des bons modèles Jabra, en termes de rapport qualité-prix, ils sont très 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 bien placés. Donc nous, on guette assez souvent, avec pas mal d'intérêt, les nouveaux produits de Jabra. Eh bien, leurs intra True Wireless, la gamme Elite, qui est assez réputée, hein, on en a testé beaucoup sur les numériques, eh bien, elle arrive avec une nouvelle génération, on va dire, donc les Elite 7 Pro, Elite 7 Active et Elite 3. Ok. Donc, Elite 7 Pro, vous imaginez bien que c'est la max, un petit peu, c'est les nouveaux fleurons. Et là-dessus, donc nouvelle technologie pour gérer toutes les voix. Voilà. Un capteur de conduction osseuse, donc ça c'est assez intéressant, puisque ça reprend un peu les technologies des casques à conduction osseuse, qui je vous rappelle passent par pas votre tympan pour transmettre le son, mais normalement ce serait pour améliorer la qualité notamment des appels. Ce qui serait assez intéressant parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'on teste les casques pour leur qualité audio pour la musique, mais on teste aussi ces casques enfin ces écouteurs pour leur qualité audio en appel. C'est très très important pour beaucoup de personnes. Donc, à voir si ce petit apport d'une technologie de conduction osseuse va leur permettre d'aider un petit peu là-dessus. Donc, nouveau design plus compact. Voilà, 16% plus petit normalement. Une certification IP57, ça c'est bien parce que je vous rappelle que beaucoup de gens font du sport avec ce genre d'écouteurs. Et toutes les fonctionnalités, un peu des écouteurs haut de gamme du moment. Donc évidemment l'ANC, la réduction de bruit active, le mode transparence, donc écoute des bruits environnement, assistant vocaux intelligent, Bluetooth 5.2, etc., etc. Donc un peu la totale. Voilà, un peu la totale. On a maintenant les Elite 7 Active. Qui ressemblent beaucoup donc au Elite 7 Pro, mais il n'y a pas cette amélioration, on va dire, des appels, mais on a un nouveau revêtement en silicone qui, j'imagine, quand on appelle ça le shake grip, c'est que j'imagine si vous courez ou si vous faites de la zumba ou comme moi dans mon salon, si vous aimez parfois de faire de la gym suédoise, eh bien vous pourrez enfin gigoter dans tous les sens, suer, 1, 2, allez, encore une rep, allez, on s'accroche, sans que évidemment vos écouteurs tombent. Et c'est plutôt pas mal parce que, encore une fois, lorsque vous faites tomber vos écouteurs dans la rue, vu la taille des bidules, généralement, il y a beaucoup de chances que vous ne les retrouviez jamais. Donc voilà, on va dire que comment dire, vous sacrifiez la qualité d'appel pour gagner un peu en accroche. Et puis enfin, les Elite 3 tout court, donc ce sont plutôt les entrées de gamme. Là-dessus, certification IP55, pas d'ANC. Du coup, quand même un mode transparence. Et voilà, à peu près, vous voyez le genre de fonctionnalité pour les écouteurs moins chers. Donc là-dessus, on est sur du très haut de gamme puisque le Elite 7 Pro est à 200 euros. Donc à 200 euros, vous venez taper les leaders du marché. Les leaders du marché, ils sont chez Sony, ils sont chez Devialet, ils sont chez Apple aussi. Et là, on vient taper vraiment très très haut. Donc du Jabra à 200 euros, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous offrir. 180 euros pour la version active et 80 euros pour les Elite 3 qui vont venir se bastonner un peu au milieu de tout cela. Bonjour Evexfel, bonjour HP Griff, bonjour Mitrilol, bonjour tout le monde. Voilà pour ces écouteurs, cette nouvelle gamme. Mais ce n'est pas fini puisque si vous voulez des écouteurs intra-auriculaires très haut de gamme, eh bien Philips est également dans la partie avec les Fidelio T1, le premier modèle d'écouteur True Wireless haut de gamme, et eux ils viennent clairement viser les fameux Sony 1000 XM4 qui sont aujourd'hui pour nous peut-être les meilleurs écouteurs intra-auriculaires. Et vous allez voir, Philips propose encore plus de features pour ce premier modèle que les Sony. Donc voilà. Pourquoi je vous les montre. Alors déjà, le boîtier, je sais pas. Je sais pas pour vous, moi le boîtier, on dirait, vous savez, on dirait une lootbox Overwatch. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que si j'appuie, je vais avoir une skin de traceur qui va sortir de ce boîtier. Je suis pas fan. Les écouteurs, à voir une fois portés. Voilà, je sais pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on a du coup? Évidemment,
l'ANC, donc la réduction de bruit active, une qualité d'appel au top, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, déjà, deux voix hybrides dans chaque écouteur. Un haut-parleur dynamique de 10 mm, en gros 1 centimètre, plus particulièrement dédié à la reproduction des graves et des médiums, couplé à un transducteur en armature équilibrée en charge des aigus. Voilà, on l'a retrouvé notamment sur les écouteurs Bowers Wilkins, les PI7. On suppute que potentiellement Bowers Wilkins, qui ne sont pas les derniers pour refourguer leur technologie à d'autres plus grosses marques, eh bien, ils auraient peut-être aidé là-dessus Philips, Philips pour la conception de ces écouteurs là-dessus. Donc voilà, réduction de bruit active, une présence d'embout en mousse à mémoire de forme Comply. Ça, c'est très très bien. Je vous rappelle que vous pouvez parfois, sur vos écouteurs haut de gamme, ou aller dans des magasins spécialisés, vous faire mouler littéralement à l'empreinte de votre oreille des mousses ou des embouts. Et notamment, je sais que dans le milieu de la musique et des concerts, des marques assez haut de gamme comme Shure vous permettent de mouler littéralement pour vous, à votre oreille, des embouts. Donc là, des trucs à mémoire de forme, ça peut être plutôt intéressant. Alors, le design, encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez du design. Je ne suis pas super botté par le design, mais bon, voilà. C'est du métal, du plastique et du cuir. Ok. Alors du cuir, je suis pas sûr que pour des écouteurs qui sont censés être justement certifiés IPX4, donc qui peuvent résister à l'eau, à la sueur, à la poussière, le cuir soit le meilleur choix, hein, globalement. Avant, encore une fois, est-ce que vous trouvez ça joli ou est-ce que vous trouvez ça stylé d'avoir du cuir sur vos casques? Je sais que sur mes anciens Sony, mes Mark II, là, vous savez, les WH-1000 Mark II, j'avais un pseudo cuir. Je me rappelle que j'avais aussi acheté le Parrot, le fameux Parrot de l'époque, avec son revêtement un peu en cuir. J'étais pas ultra fan parce que c'est quelque chose qui, je trouve, s'abîmait assez vite avec les frottements. À voir là-dessus, peut-être moins sur des petits intra-auriculaires. Autonomie annoncée, 9 heures d'autonomie avec l'ANC activée, 13h100. Et je trouve pas ça spécialement ouf. Je trouve qu'on fait mieux à côté. Et voici surtout la douloureuse, puisque on s'attaque à un tarif de 300 € prix public, donc on s'attaque au ténor du marché. À voir en tout cas si la technologie de son qui est sur les Bowers Wilkins PI7 va les différencier. Mais pour le reste, je suis pas sûr que j'ai envie d'acheter des Philips par rapport aux Sony qui sont vraiment les rois des rois, quoi. À voir en tout cas. Sur les Marshall, c'est pas ouf sur la durée, nous dit Mister Cruiser. C'est vrai que Marshall a beaucoup joué sur ce côté un peu cuir à réduction de bruit active. Ah, ça ricane dans la régie, hein, bande de petits coquins. Bon, j'ai eu le Marshall 2 et le cuir ne tenait pas, confirme Dragosifo dans le chat. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais, vraiment, je suis pas sûr que le cuir pour des objets qui vraiment sont posés, déposés en contact avec votre peau, avec de la sueur, de la poussière, etc., qui frottent dans des sacs et tout, je sais pas. Mais encore une fois, les gens qui aiment les matériaux nobles, qui aiment porter un bout de peau de vache sur les oreilles, peut-être qu'ils ont une vie beaucoup plus soin que nous. Je ne sais pas, en tout cas. Alors, on va rester maintenant dans le son. On quitte les écouteurs intra-auriculaires, on en aura eu beaucoup. On passe maintenant au casque audio avec évidemment l'arrivée du mastodonte, le Quiet Comfort 45 de Bose. Enfin, est officiel. Je vous en avais parlé durant cet été. Il avait clairement fuité. Et je vous rappelle, le Quiet Comfort 35 est aujourd'hui encore une référence. C'est vraiment un gars sûr des casques anti-bruit, hein. Ça a longtemps été la référence. Il se dispute un peu la tête avec le haut de gamme de chez Sony. Je vous rappelle qu'il y a le 700 de chez Bose qui globalement a les mêmes performances mais offre un design beaucoup plus, on va dire, design littéralement. Et le Quiet Comfort 45, lui, qui reprend le design, on va dire, à l'ancienne de chez Bose. Alors, j'ai jamais trop aimé ce design, mais bon, encore une fois, beaucoup de gens, énormément de gens ont acheté le casque de Bose, pas pour son design, mais surtout pour déjà son ergonomie, parce qu'il est très confortable, et puis pour ses qualités là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'elle offre cette version 45 par rapport à la version 35 du coup? Eh bien, confirmation du constructeur. En tout cas, un port USB-C, une autonomie qui augmente à 24 heures, voilà. Bluetooth 5.1, alors je sais pas pourquoi.
Pourquoi pas du Bluetooth 5.2, mais voilà. Euh, Normalement, la finition du casque est plus résistante sur l'arceau, voilà, tout en restant légère. Quatrième microphone qui apparaît, un peu le quatrième microphone dont je vous parlais dans les oreillettes Jabra, mais vous sentez quand même que tout a été légèrement amélioré. Alors ensuite, est-ce que ce sera suffisant? Voilà. Parce que je vois que dans le chat, les gens ont repéré que effectivement le prix public du casque est aujourd'hui à 350 euros, lorsque Akranit nous dit que notamment le QC35, vous pouvez le trouver à 150 euros dans le marché. Alors c'est toujours pareil, hein, vous savez, les casques Sony, les casques Bose, ils sont lancés plein pot, ils sont lancés très cher, et puis rapidement, c'est-à-dire généralement au bout d'un an, lors des premières soldes, genre Black Friday ou Prime Days ou soldes, vous les trouvez et ils commencent à passer sous la barre des 300, puis 270, puis 250 euros. Ce sont des casques qui descendent clairement en prix. Donc aujourd'hui, évidemment, on ne connaît pas les réelles performances du QC45. Est-ce que vraiment il enterre le QC35? Je ne sais pas. Perso, j'en suis pas sûr, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il vaudra un premium de plusieurs centaines d'euros par rapport au QC35 parce qu'il sera sûrement vendu au prix fort au début? Je ne sais pas du tout. Alors évidemment, on est très 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 impatient de le recevoir parce que c'est vraiment un des produits les plus populaires sur les NUM depuis des années et des années. Et le 700 que vous voyez ici est également un produit extrêmement populaire. Et bien sûr, les fameux Sony, les WH-1000XM4 qui sont aussi peut-être les plus populaires aussi des casques, on va dire, haut de gamme là-dessus. Apparemment, Akranit nous dit que le QC35 était littéralement à 129 euros sur Amazon hier. Ça sent les mecs qui tentent de vendre les derniers exemplaires avant de l'annonce du nouveau modèle, en tout cas. Scal Denis qui dit j'ai le 700 meilleur achat de ma vie. Oui, le 700 est, je crois, très très bon, mais le 700 globalement c'est un QC35 avec un meilleur design, hein, si je ne m'abuse là-dessus. En tout cas, on a hâte de le tester. Allez, on avance et on termine avec le son. Ce coup-ci, je ne vous parle pas de produits et d'appareils, je vous parle juste d'un rachat. C'est Apple Music qui vient de racheter un service qui s'appelle Primephonic, qui rejoint en fait l'offre un petit peu d'Apple Music. Eh bien, Primephonic est spécialisé dans la musique classique là-dessus, et on va pas le prendre pour son catalogue spécifiquement, parce que je vous rappelle quand même que la musique classique, une grosse partie de la musique classique est un peu libre de droit aujourd'hui. Mais en tout cas, Apple va utiliser notamment des fonctionnalités de Primephonic pour Apple Music. Voilà. Donc l'équipe de Primephonic aura ainsi la responsabilité d'apporter à Apple Music dans les prochains mois toute une batterie d'outils et de fonctionnalités visant à améliorer l'expérience des amateurs. Déjà, la musique classique est en effet souvent le parent pauvre du streaming musical. C'est con, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, bon bref. Quand bien même elle est tout à fait présente dans les catalogues et services, le référencement des albums est rendu compliqué par la quantité de données à prendre en compte. Il ne suffit pas de s'arrêter un titre, un album et un artiste pour chaque piste. Doivent être enregistrés les titres de l'œuvre et de ses mouvements, les noms des interprètes, de l'orchestre, du chef, des solistes. Une complexité que les moteurs de recherche intégrés au service parviennent rarement à négocier correctement. Apple Music est d'ailleurs encore aujourd'hui un des mauvais élèves sur ce domaine là-dessus. Quand vous cherchez certains morceaux, eh bien, les recherches sont vraiment pas top. C'est de ce constat que sont nés plusieurs services spécialisés dans le classique, dont Primephonic, voilà, et un concurrent qui s'appelle Idagio, qui s'articule autour de fonctionnalités spécifiques telles que la possibilité de consulter tous les enregistrements d'une œuvre donnée, ou encore d'effectuer des recherches par période et par genre. Voilà. Donc intéressant. Je ne sais pas si dans le chat certains écoutent de la musique classique. Personnellement, je vous le conseille pour travailler ou pour courir ou pour nager si vous avez un casque étanche, c'est très 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 efficace. Donc voilà, Apple Music qui sera peut-être plus performant sur la musique classique, c'est toujours bon à prendre. La musique classique est libre de droit, pas du tout, nous dit Tu habites. La musique classique, c'est pas libre de droit? Enfin, la musique classique, on va dire la vieille musique classique, pas le genre musique classique, mais les grandes œuvres, elles sont pas libres de droit normalement? Vous me posez. La régie, est-ce que la musique classique, genre Beethoven, est-ce que c'est libre de droit? Pas les enregistrements, les œuvres sont libres, les interprétations ne le sont pas. Ah d'accord, ok. Effectivement, vous avez raison sur la précision, d'accord. Les œuvres sont libres, effectivement. Ok, bon bah désolé Beethoven, tu ne gagneras pas d'argent grâce à Apple. Merci pour la précision, le chat en tout cas. On a du coup terminé maintenant avec le son. On va passer maintenant au smartphone avec le tout plein de rumeurs. On est le 1er septembre, ça veut dire que là, on est en train de...
j'essaie de mimer ma montre. S'approcher, c'est le compte à rebours pour le lancement de tous les téléphones. Et on a maintenant des nouvelles dates qui arrivent. La dernière fois, il y avait des petites rumeurs qui avaient parlé d'un 17 septembre potentiel pour Apple. Ce ne serait pas le 17 septembre, ce serait peut-être le 14 septembre pour Apple et le 13 septembre pour Google. Alors, c'est bête parce que j'aurais bien aimé qu'Apple annonce l'iPhone 13 le 13 septembre, ça aurait été logique. Mais non, Apple aurait visé le 14 septembre. Et souvent, c'est vrai qu'Apple fait souvent des annonces le mardi. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de règle sacrée. Google se placerait juste avant Apple la veille, le 13 septembre. Et Samsung pourrait annoncer en tout cas son téléphone, le S21 FE, potentiellement le 8 septembre. Donc du coup, il y aura de la conférence à gogo normalement. C'est sûr qu'on aura des conférences en septembre, on n'a juste toujours pas les dates précises, on n'a pas les invitations précises, mais on attend très impatiemment ces présentations. Et donc du coup, vous imaginez bien que s'il y a des conférences, on vous les couvrira en live, évidemment. On essaiera de prendre ça en main aussi le plus vite. Mais je suis très impatient. Encore quelques dodos avant d'avoir toutes ces présentations. Donc là, on va être gâté parce que on a 3 des téléphones les plus attendus de l'année qui vont être potentiellement annoncés à la queue leu, donc le 8, le 13 et le 14. Je vous rappelle que ce sont des rumeurs à prendre avec des pincettes, puisque on avait d'autres rumeurs qui nous envoyaient à fin septembre ou 17 septembre, etc. etc. Hop là. Tiens, question dans le chat. Quel téléphone vous hype le plus si vous deviez en acheter un? Le S21 FE, le Pixel 6 ou l'iPhone 13? Toutes versions confondues, hein. Je ne vais pas commencer à rentrer dans le S21 FE avec une autre colorie ou voilà, ou le Google Pixel 6 Pro ou l'iPhone 13 Pro, non, juste plutôt iPhone, plutôt Pixel ou plutôt Galaxy. Ah, c'est assez fou parce que je vois qu'il y a comme l'iPhone 13 qui est en tête et au début il y avait une team Google, non, une team FE qui était, enfin Galaxy FE qui était là. Et là, il y a une Team Pixel qui est en train de se rêver. Tiens, c'est vrai, Madingue a dit pourquoi ne pas faire un sondage? Je sais pas si Diana, tu peux lancer un petit sondage. Ah, c'est vrai que j'ai lancé complètement à l'arrache, hein, c'est comme ça. C'est un live. C'est un live. Moi, je vous l'ai dit, en tout cas, celui qui me hype le plus, c'est le Google Pixel 6 et le Google Pixel 6 Pro, clairement. Puisque je pense que l'iPhone 13 va être un iPhone, c'est-à-dire un très bon téléphone, mais itératif et qui va pas être dans la rupture. Donc je pense que l'iPhone 13 va être un super bon téléphone, aucun souci. Mais voilà, je ne le vois pas apporter de choses nouvelles. Le Galaxy S21 FE, je pense que ce sera sûrement le meilleur rapport qualité-prix. Mais le geek en moi qui aime les nouvelles technologies attend vraiment très impatiemment le Google Pixel 6. Je ne vous influence pas dans votre vote, bien sûr. Vous votez en votre âme et conscience. Mais de voir ce qu'il aura dans le ventre, et notamment le premier chipset maison chez Google, le Tensor, voir si tout l'arsenal d'appareils photo va enfin évoluer d'un point de vue hardware et pas que software. On pourrait avoir, enfin pour moi, je pourrais peut-être avoir, encore une fois, je vous le dis, c'est le téléphone que j'attends le plus cette année, le Pixel 6, et j'espère que ce sera le meilleur téléphone de l'année. Oh là là, le sondage qui a dégagé direct le Samsung Galaxy, oh là là. Oh là 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 là. Bon, après, on va pas se mentir, vu les réponses des gens, ils passaient pas au deuxième tour, quoi. Voilà, ils passaient pas au deuxième tour, il y avait quand même un gros avantage pour le Pixel 6 ou l'iPhone 13. Bon, la régie vous donnerait le résultat parce que je peux pas le regarder d'ici. Mais en tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'on essaiera de vous couvrir tout cela au maximum. Alors, on enchaîne avec les rumeurs de téléphone et on va débunker une rumeur qu'on avait lancée lundi sur le fait que les iPhone 13 pourraient passer des coups de fil et accéder au réseau satellite. Et quelque chose qui a intéressé intéressé peu de personnes, mais qui ont des usages très spécifiques et qui sont sur des emplacements et des territoires, des localisations très spécifiques sur notre petite planète. Eh bien, cette rumeur, on revient un petit peu en arrière et plusieurs sites reviennent sur plusieurs versions. Certains sites disent qu'on ne pourra pas passer des appels satellites et qu'on aura juste des accès très limités et d'urgence à du satellite, mais pas de SMS, pas d'appel. Selon CNET, en tout cas, ça n'arriverait même peut-être pas littéralement cette année. Voilà. Donc, on va voir si on aura droit à cette fonctionnalité cette année mais limitée et plus complète l'année prochaine, ou si en fait on aura droit à une fonctionnalité limitée l'année prochaine, mais du coup on va redescendre. Bon, ensuite, on va pas se mentir, la connexion satellite elle est utile pour très peu de personnes, je vous le rappelle, mais des personnes qui ont souvent qui sont sur des endroits importants, au hasard des militaires et des scientifiques. Mais on verra en tout cas si c'est annoncé
à la sortie. Je trouvais ça intéressant, encore une fois, d'un point de vue marketing, de la part d'Apple, de dire on a un téléphone satellite. Je trouve que ça a le pété. J'imaginais déjà un satellite en orbite avec Johnny Ive en apesanteur qui vous parle de sa voix reposante et hypnotique. Euh, donc voilà. Hop là. C'est le Pixel 6 qui gagne avec 57% des votes devant l'iPhone 13. Très bien. Bah écoutez, moi je suis très impatient de voir ce Pixel 6, sachant que c'est marrant parce qu'on voit que vous êtes un public de connaisseurs, hein, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, mais quand on voit les chiffres de vente des pixels par rapport à l'iPhone, on voit vraiment que là, dans le chat, c'est un public de gens qui s'intéressent à la tech, parce que vous verrez qu'évidemment à la fin, pour un pixel vendu, il y aura à peu près 212 iPhones vendus là-dessus. On reste maintenant avec les rumeurs. On passe à Xiaomi. Alors, des bisous aux gens qui me disent qu'il faut dire Xiaomi ou Xiaomi ou Xiaomi ou Xiaomi. Xiaomi. Voilà, on va s'arrêter là-dessus pour l'instant. Eh bien, je vous rappelle que eux aussi, ils vont annoncer des téléphones, puisque ils vont annoncer normalement 13 téléphones d'ici la fin de l'année. On en a vu un, c'est le Mix 4, donc il reste encore 12 téléphones à Xiaomi à annoncer d'ici la fin de l'année. Et on aura très certainement, ça s'appelle plus le Mi 12 maintenant, ça s'appelle le Xiaomi 12 et qui pourrait intégrer un capteur de 50 mégapixels sur chacun de ces modules photo. Alors là, ce serait assez costaud et à voir du coup. Donc, selon un leaker qui est assez fiable, selon mon collègue Kevin, eh bien, là, sur la photographie, on aurait quelque chose d'assez fort. Je vous rappelle qu'effectivement, comme le rappelle Kevin, Xiaomi ont souvent été les premiers à adopter des capteurs très haut de gamme ou très novateurs. Donc le fameux 108 millions de pixels de Samsung et le fameux autre capteur de Samsung qui frôle les 1 pouce, c'est Xiaomi qui les a sortis en premier. Et bien là, on aurait 3 capteurs 50 mégapixels. Alors je pense pas que ce seront des capteurs grands comme le capteur du Mi 11 Ultra qui est vraiment gigantesque, parce que sinon là, vous n'allez plus avoir un îlot, ce sera un continent derrière votre téléphone qui va prendre toute la surface. Mais le grand angle, l'ultra grand angle et le téléobjectif en tout cas, eh bien, embarquerait ce capteur. Ce qui est intéressant parce que souvent, vous savez, dans vos téléphones, vous avez un capteur principal qui est le grand angle, qui est souvent un capteur entre 24 et 28 mm, et vous avez ensuite un téléobjectif et un ultra grand angle. Mais souvent, le téléobjectif et l'ultra grand angle sont un peu les parents pauvres d'un point de vue optique et d'un point de vue capteur aussi par rapport au capteur principal qui est souvent le plus gâté. Donc là, j'ai toujours trouvé ça un peu bête, surtout sur le capteur télé qui est très utile pour relever des détails ou faire des portraits. Sur l'ultra grand angle, on va dire que c'est peut-être un peu moins important. Mais du coup, je trouve ça intéressant d'avoir enfin un smartphone qui a 3 appareils photo logés à la même enseigne d'un point de vue capteur. Encore une fois, c'est pas garanti que ce soit logé à la même enseigne d'un point de vue optique. Et d'ailleurs, le télé serait différent sur le Mi 12. Mais voilà, je trouve ça bien déjà que les capteurs soient traités, on va dire, avec une forme d'égalité là-dessus. J'ai acheté un Mi 9 l'année dernière, on est déjà au Mi 12, sont productifs. Ah, l'année dernière, c'était déjà le Mi 11 géré. Mais oui, de toute façon, Xiaomi, ils sont hystériques. Ils sont hystériques lorsqu'ils sortent des téléphones. Bref, hâte de voir également le Mi 12, enfin pas le Mi 12, pardon, le Xiaomi 12. On attend de voir, ça va très certainement arriver d'ici la fin de l'année. Donc pour les gens qui sont très orientés photo, peut-être attendez avant de vous jeter sur le Google Pixel 6. On enchaîne du coup avec ce coup-ci un tout petit peu d'informatique et assez rapidement. C'est la rentrée, c'est le back to school, tout le monde est sérieux, évidemment, tout le monde est très productif. Hein. Eh bien écoutez, Guillaume a testé un Honor Magic Book X15. Bon, il prend 2 sur 5, mais encore une fois, le but de cet ordinateur, c'est vraiment de faire le strict minimum pour pas trop cher. Donc on est chez Leclerc un ordinateur à 500 €, voilà, qui fait pas de bruit, qui est plutôt bien fini, et ce sont ses seules qualité puisque vraiment on est vraiment là pour faire de la bureautique vite fait quoi. C'est vraiment des gros bisous à toutes les personnes qui bossent dans l'entreprise et qui passent leur temps à faire des réunions et des commerciaux et on leur déploie des ordinateurs les moins chers possibles qui sont juste assez puissants pour faire tourner Excel et PowerPoint. Globalement, c'est le genre d'ordinateur qui va être comment dire, dédié à ce genre de tâches. Après, encore une fois, si c'est un ordinateur de bureautique minimum, 500 €, c'est presque cher, j'ai envie de dire. Presque cher. Merci Super Dupont pour ton 3e mois d'abonnement.
Tu peux sortir toutes nos belles emotes dans le chat. Merci beaucoup à toi. Donc voilà, on va pas s'attarder trop parce qu'évidemment, technologiquement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plutôt de savoir si ce genre d'ordinateur, j'imagine, sera vendu par Huawei en lot à des entreprises à un tarif très agressif pour faire un peu le minimum vital. Allez, on enchaîne un petit peu maintenant sur une partie un peu plus logicielle avec ByteDance, donc la maison mère de TikTok, qui se lance dans la réalité virtuelle, tout simplement. Ils viennent de racheter Pico et du coup, intéressant parce que Pico c'est le troisième fabricant de casques VR au monde, voilà, comme nous le rappelle Mathieu. Mais je vous rappelle qu'il y a une autre entreprise qui a grandi avec un réseau social très viral et qui aujourd'hui est spécialisée dans la VR et l'AR, c'est évidemment Snap Inc. et son réseau Snapchat et ses lunettes Spectacles, etc. etc. Je vous rappelle qu'il y a aussi un autre réseau qui lui a grandi avec un gros réseau aussi très viral à son époque et qui est assez gros dans la VR, c'est évidemment Facebook. Et donc du coup, on a maintenant un très gros réseau social qui s'appelle TikTok. Je vous rappelle que TikTok est l'application la plus téléchargée au monde devant Facebook. C'est la première fois qu'une application passe devant Facebook depuis des années, des années. TikTok, c'est le troisième réseau mondial peut-être au monde, voire le deuxième en termes de fréquentation. TikTok est en train de viser maintenant de plus en plus YouTube. Bref, TikTok est un vrai gros réseau social avec encore une spécificité d'un public assez jeune, mais qui pourrait encore une fois aussi s'élargir, un peu comme l'a fait Instagram à l'époque. Et ben, ByteDance, ils font comme tout le monde. On a un gros réseau social et on va commencer à s'intéresser à la VR et à l'AR. Je vous rappelle que tout le monde ne fait que parler de métaverse en ce moment. Et eux, en tout cas, ils sont en train de se placer. J'ai hâte de voir si on aura notamment des produits intéressants chez eux et quelque chose aussi qui viendra peut-être concurrencer l'Oculus Quest 2, je vous rappelle, de Facebook qui n'a toujours pas de concurrent là-dessus. Salut Fred. On enchaîne avec du logiciel mais pour du matos vite fait. Et c'est Logitech, j'aurais dû vous le passer avant mais j'ai inversé mes news. Logitech qui lance une technologie sans fil pour ses claviers et ses souris pour entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce serait sécurisé. Bon, ok. Donc, sécurité renforcée, signal plus robuste. Donc là, on n'est pas en train d'essayer de grapper des millisecondes pour jouer à Valorant ou à Counter-Strike. C'est plutôt pour de la sécurité. Donc voilà, je ne savais pas qu'on pouvait pirater ou forcer le Bluetooth. Mais on a un Bluetooth Low Energy 1 niveau 4. Voilà. Et voilà, je ne vais pas m'avancer plus que ça. Est-ce que ça existe de l'interférence ou du piratage de Bluetooth pas assez sécurisé? Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Allez, on quitte Logitech, mais on reste dans un petit peu le software et les nouvelles normes. Et on va parler, évidemment, je fais un petit zoom en avant, voilà, de Windows 11, évidemment. Et Windows 11, eh bien, il arrive, ça y est, un petit peu. Oui, il y a des attaques Bluetooth, nous dit Artefact TV. Très bien, bah, je ne savais pas. Incroyable. On passe à Windows. Donc, Windows 11 arrive le 5 octobre. Ça y est, on a la date. Mais ça, une de ses applications phares, enfin une de ses fonctionnalités phares, qui est la compatibilité avec des applications Android. J'ai pas dit toutes les applications Android, mais des applications Android, parce que vous savez, en fait, ils bricolent en passant par le store Amazon, n'arrivera qu'à partir de la mi-2022. Donc ça, c'est un peu une déception. Mais en tout cas, vous pouvez commencer à marquer la date. Et puis aussi, vous pouvez commencer à être prudent et être patient, puisque je vous rappelle, un nouvel OS majeur, en général, attendez une bonne semaine que tout le monde se soit mangé des bugs, des blue screen ou des black screen of death avant de l'installer. Mais en tout cas, ce sera pour début octobre. On verra ce que ça donne. La team Microsoft qui a donné pas mal de détails. Je vous avais aussi parlé lundi des limitations hardware de Windows 11 pour la compatibilité, donc aussi faites très attention. Regardez bien, il y a des utilitaires pour savoir si votre ordinateur est compatible Windows 11. Je vous rappelle que si votre ordinateur n'est pas déclaré compatible avec Windows 11, vous pourrez quand même l'installer manuellement, mais Microsoft ne garantit rien. Voilà, juste ça. À voir. De ce que j'ai compris, c'est plus une image de Windows 10 déguisée. Très potentiel, parce qu'on a vu quand même pas mal de sous-menus qui ressemblent à du Windows 10. On verra. On verra là-dessus. Je vous rappelle que Microsoft est peut-être en train de changer avec Windows 11 et qu'ils sont en train de suivre l'écosystème, enfin le game des OS actuels, que ce soit Android, iOS et macOS par exemple, qui ont droit en gros à une mise à jour majeure
annuelles, mais qui du coup sont des itérations, des incrémentations d'un OS plutôt qu'un départ drastique à chaque fois d'une ancienne architecture. Alors, Grim dans le chat qui dit selon Linus Tech Tips, Windows 11 pour l'instant va faire perdre des FPS sur certains jeux vidéo. Il vaut mieux attendre, sachant que Windows 10 est supporté jusqu'en 2025. Très bien. Bon, bah, j'espère qu'ils vont corriger ça. Ce serait bête parce que vu que je n'utilise Windows que pour jouer aux jeux vidéo et pas du tout pour le reste, si je perds dans mon usage préféré. Et comme si vous le dites, Windows 10 continue à être supporté, autant rester pour l'instant sur Windows 10. Mais en tout cas, voilà, on attend. Attendez le 5 octobre, il y aura des tests dans tous les sens. Les NUM, on va évidemment tester cet OS. Tous nos confrères vont le faire. Il va y avoir évidemment plein de youtubeurs et youtubeuses qui vont tenter de mettre l'OS à défaut ou à terre, littéralement. Et on trouvera en tout cas des bugs là-dessus. On en a fini maintenant avec l'informatique, les objets connectés, les OS, le software. On va, enfin pas exactement avec le software, vous allez voir pourquoi. On va passer maintenant aux voitures et aux transports. On va commencer avec le gros scandale du moment. Ce sont évidemment les pauvres Chevy Bolt de General Motors. Je vous rappelle que ce sont des voitures électriques qui ont tendance à prendre feu. C'est un peu compliqué quand vous conduisez. Parce que du coup, je pense que c'est un peu compliqué avec la consommation de la clim pour arrêter l'incendie. Plus sérieusement, du coup, General Motors a dû procéder à 3 rappels de véhicules. Je vous rappelle, en 2019, en 2020, et là, il y a 2 semaines, un rappel général de leurs véhicules qui va leur coûter quasiment 2 milliards de dollars. Eh bien, ils ont littéralement arrêté de produire leurs voitures. Et dedans, ils disent clairement, c'est de la faute de LG. Donc je vous rappelle que c'est LG Magna qui fournit les batteries. Je vais un peu agrandir l'article. LG qui fournit les batteries et ils s'en cachent même pas chez GM. Ils disent en gros, on ne reprendra pas les réparations et on ne reprendra pas la production de nos véhicules tant que nous serons, jusqu'au moment où on sera enfin confiant dans les produits LG. Donc voilà, donc LG qui prend un peu cher là-dessus, GM qui prend un peu cher là-dessus. C'est un peu compliqué parce que la Chevy Bolt était une voiture qui se vendait bien, enfin une voiture électrique qui se vendait bien aux États-Unis, qui était plutôt populaire, qui était plutôt une bonne voiture. Donc c'est un gros stop qui est mis là-dessus. Un peu compliqué. On reste dans les usines qui s'arrêtent, et ce coup-ci pour d'autres raisons. Tiens, j'avais mon fil devant, hop là, ça va être plus clean comme ça. On verra mieux Steve Buscemi. Je sais que certains d'entre vous sont fans du Big Lebowski. Bon bref, on parle maintenant d'une autre usine qui s'arrête, mais ce coup-ci c'est en France, et c'est pour d'autres raisons. Évidemment, vous le savez, c'est la pénurie de composants généraux dans le monde, et encore plus la pénurie pour des composants automobile. Toujours le bordel, toujours le bordel. Je vous rappelle que TSMC est sous l'eau. TSMC va augmenter drastiquement le prix de ses composants automobiles. Et en attendant, eh bien, ce sont les usines françaises de Stellantis qui sont à l'arrêt. Je vous rappelle que Stellantis, c'est ce groupement auto qui possède 14 marques de voitures, dont Peugeot, dont PSA bien sûr. Mais du coup, compliqué. Donc des ouvriers à l'arrêt forcé, des chaînes de production à l'arrêt. Et quelqu'un va me le dire dans le chat et me le préciser, mais si je ne m'abuse, l'arrêt d'une usine automobile, ça coûte quelque chose comme 20 000 dollars de l'heure lorsque vous arrêtez une usine de voitures et que vous devez ensuite la redémarrer. C'est pour ça que notamment aux États-Unis, vous avez des cimetières de voitures. Littéralement dans le désert, vous pouvez avoir des choses qui font genre 20 terrains de football de voitures neuves garées dans le désert sous la poussière. Ce sont des voitures qui ne peuvent pas être vendues parce qu'en fait, ça coûte moins cher de produire dans le vide et à perte des voitures et les stocker dans le désert dans un cimetière à voitures que d'arrêter les usines et de les redémarrer. C'est vraiment un sacré bordel. Alors, Rachin Loz me dit c'est beaucoup plus je crois. Academy qui connaît bien un peu tout ce secteur nous dit que ce serait plusieurs centaines de milliers d'euros par jour. Donc on rentrait peut-être dans 20 000 euros de l'heure. Plusieurs millions en quelques semaines nous dit Jock Joe. Mais TL France dans le chat nous dit que ça prend plus d'une journée pour redémarrer la production là-dessus. Donc merci pour les spécialistes du chat et des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Mais j'avais lu un article vraiment dingo sur, pas cette économie, mais cette sorte d'effet de bord de la surproduction qui fait que des constructeurs, notamment aux États-Unis, vraiment jettent des voitures dans le désert, mais genre par dizaines, par centaines. Parce qu'il faut surtout pas que les usines s'arrêtent, ça coûte beaucoup trop cher d'arrêter une usine et beaucoup trop cher de la redémarrer. C'est vraiment
C'est vraiment incroyable. Mais pourquoi ne pas revendre au moins pour les pièces ou quelque chose, nous dit Warzeo? Alors là-dessus, je ne connais pas aussi les raisons à 100%. Je sais juste que, notamment dans l'industrie de la mode, eh bien des fois les fabricants de vêtements préfèrent brûler et déchirer des vêtements que les revendre moins cher pour ne pas dévaloriser leur prix de vente. Parce que s'ils devaient vendre tout, il y aurait plus de pièces, trop de pièces fabriquées, et le surplus en fait viendrait dévaloriser le prix de vente et baisser le prix de vente et dévaloriser la marque. Donc magie du capitalisme, il est plus rentable pour des marques de détruire une partie de leur production que de vendre toute leur production, quitte à les vendre moins cher. Et j'imagine que ça peut être pareil pour les voitures. Peut-être que quand vous fabriquez trop de voitures, eh bien, vous êtes obligé de les solder, de les brader pour vraiment toutes les écouler, et ça ferait baisser le tarif de vos voitures. Ouh, un sacré bordel. Jojo qui nous dit ça coûte aussi trop cher à démonter et organiser la vente. Très bien. Et puis ce serait cher à stocker et à acheminer, nous dit Marcel Foucault. En tout cas, je sais pas, est-ce qu'on peut le googler en tête Je sais pas si ça existe. Il faudrait que je retrouve l'article hein, que j'avais fait, que j'avais trouvé. Mais voilà, regardez cet article de NPR. Je vous rappelle que NPR, c'est la radio publique américaine, mais qui a aussi un site internet. Et vous avez du coup, voilà, pourquoi 300 000 Volkswagen sont stockés dans ces cimetières à voitures. Voilà. C'est le genre d'article absolument incroyable, complètement dingo, qui montre encore une fois le régime, le régime capitaliste dans lequel on est et le système de vente dans lequel on est en fait. Et Volkswagen ne sont pas les seuls en fait. Il y a beaucoup de problèmes de. Bah là, on voit aussi des avions. Mais bon, c'est pas cet article hein, qui parle du coût des usines, c'en est un autre. Mais vous avez beaucoup de cimetières comme ça de voitures neuves qui sont là là-dessus. C'est lié au Dieselgate, ça non, nous dit Jérémy94. C'est possible que ce soit lié au Dieselgate. Mais donc aux États-Unis, il y a beaucoup de cimetières de voitures. Faut que je le retrouve. J'essaierai de vous le retrouver en tout cas. Voilà. En attendant, on continue avec les nouveautés et les annonces. J'espère que Dacia ne va pas jeter beaucoup de voitures dans le désert français. Mais Dacia nous montre une nouvelle hybride, une familiale 7 places qui s'appelle la Dacia Jogger. Voilà. Donc ça va arriver. Rendez-vous le 3 septembre, c'est-à-dire rendez-vous, eh bien écoutez, après-demain, pour une voiture, j'imagine, connaissant Dacia, avec un rapport qualité-prix ultra vénère hein, pour cette marque de chez Renault. À voir en tout cas combien coûtera une grosse hybride pour 7 places, c'est pas mal. Rivière la Limoges. Bot Drawer qui nous dit tu confonds pas avec l'aéroport de Dubaï. Alors ça c'est autre chose. À Dubaï il y a aussi, attendez, je vais les chercher aussi. C'est pas ça, c'est à Dubaï, c'est plutôt la fourrière et les parkings. La fourrière du commissariat de Dubaï et des parkings qui sont remplis de voitures de luxe. C'est absolument incroyable et qui raconte un peu, l'esprit de Dubaï, qui sont des gens qui viennent faire beaucoup d'argent et qui repartent très vite et qui des fois partent en laissant tout derrière. Et c'est absolument incroyable parce qu'à Dubaï, dans les rues et dans les parkings et donc à la foire de la police, traînent littéralement des milliers de véhicules. Et des véhicules, c'est pas n'importe quel, ce sont souvent des véhicules de luxe. Donc on a de la Ferrari, de la Bugatti, des Porsche, etc., qui traînent et qui sont littéralement abandonnés par les gens à Dubaï, puisqu'ils n'ont pas le temps d'essayer de les revendre, en fait, donc ils les laissent traîner. Et on a vu notamment à un moment que la fourrière du commissariat de Dubaï n'avait plus de place, et que quand vous rentriez dedans, vous aviez littéralement des dizaines et des centaines de millions de dollars de voitures de luxe qui étaient abandonnées, là, comme ça, vraiment tranquille. C'est vraiment fou, quoi. Crachan qui lui dit je me suis commandé la Dacia Spring électrique, je la reçois en décembre, j'ai trop hâte. Ah bah tu nous raconteras. J'espère que tu l'abandonneras pas comme cette personne qui a abandonné sa Ferrari. Hein. Il y a des ventes aux enchères parfois, je crois. Oui, bah en fait quand la news et les rumeurs sont sorties que des voitures, des dizaines et des centaines de voitures étaient abandonnées dans la rue à Dubaï de luxe, je peux dire qu'il y a eu des gangs de mecs qui ont essayé de venir les récupérer, de leur faire des go fast pour les remonter à l'étranger. En parlant de voitures de luxe, on va parler d'une marque que j'adore,
Alors, on va pas la montrer tout de suite. Vous allez voir. Marque anglaise dont tous les véhicules commencent par un E. Qui va me répondre en premier dans le chat? Et une marque que j'aime d'amour, si vous aimez aussi James Bond notamment. Alors. Ah, Racing Lodz et Henri Cantonnet, le plus rapide évidemment, Lotus. Puisque la Lotus Elise est ma voiture préférée. Eh bien, Lotus va montrer en tout cas, en partenariat avec Alpine, donc j'imagine qu'elles auront les mêmes plateformes électriques, puisque encore une fois, il faut vraiment rentabiliser ces plateformes électriques qui coûtent très cher à développer. Un SUV sportif, un coupé 4 portes, un crossover familial et une sportive, donc du coup que vous voyez à gauche, qui, je l'imagine, donc aura un peu l'empattement et les dimensions de l'Alpine. Donc Lotus dans le giron du géant chinois Geely depuis 2017. Je vous rappelle que Geely possède également Volvo, entre autres, mais ils en ont beaucoup. Eh bien, va montrer de nouvelles voitures électriques et j'ai vraiment hâte. Donc ils avaient l'Evija, qui coûtait un petit peu 2 millions d'euros. Mais là, ils ont quand même un petit objectif de 150 000 voitures par an qui seraient produites en Chine, ce qui serait vraiment beaucoup pour un petit constructeur comme Lotus. Oh, regardez-moi cette beauté. On est plus de 1000. Merci à vous d'être nombreux encore dans le chat. On va repasser la barre des 1000. D'ailleurs, je veux vous remercier aussi parce que la dernière fois, on était en train d'atteindre les 1500 viewers en moyenne. Merci encore une fois d'être fidèle et merci de faire passer le mot et de partager tout ça. Regardez-moi cette beauté. Dans le genre voiture camouflée déjà. Bon. Lotus, on va pas se mentir, c'est pas les derniers sur le design de leur voiture. Et je vous rappelle qu'une Lotus Elise, en occasion, ça coûte pas très cher pour avoir une voiture avec des sacrées sensations quand même. Hein. Donc voilà. Ken Chicho qui dit moi j'ai du PQ Lotus. J'ai honte de toi. Mais je valide complètement. Donc voilà, hâte de voir ces modèles qui seront livrés. On va terminer maintenant avec des taxis. Mais je vous rappelle, encore une fois, quand on parle des taxis, on parle des taxis du futur. Et on va aussi peut-être parler de business model du futur. Parce que regardez, on va parler de Mobilize, qui est une marque de Renault qui est dédiée aux VTC et aux taxis. Et surtout, ils vont montrer une nouvelle voiture, voilà, qui s'appelle la Limo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait rentrer Renault officiellement dans le business model de l'abonnement. Je vous rappelle que l'abonnement est un business model qui est très exploré par les constructeurs automobiles qui sont en train de se dire que les gens achètent de moins en moins de véhicules mais utilisent de plus en plus d'abonnements selon leurs besoins, selon leur envie. Donc vous savez, Volvo a un système d'abonnement, Porsche a un système d'abonnement pour X centaines ou X milliers d'euros par mois. Vous pouvez accéder à tel type de véhicule, etc. etc. C'est quelque chose qui va tendre un petit peu à se généraliser. Puis aussi le leasing, c'est pas un abonnement leasing, mais c'est un système un peu d'étalement de paiement. Et bien là, en tout cas pour les chauffeurs de taxi, les VTC, Renault va vendre une licence et une voiture qui va avec un petit peu. Et attendez-vous à voir dans les prochaines années beaucoup de ces voitures qui deviendront un peu le symbole des taxis. Un peu comme les taxis jaunes new-yorkais ou comme les Mercedes en Égypte et au Maroc, et bien là, la Limo sera peut-être le taxi emblématique de France dans les prochaines années si le modèle par abonnement et souscription de Renault fonctionne. Mais en tout cas, c'est intéressant et vous savez que c'est une discussion que beaucoup de gens et de plus en plus de gens ont, de moins en moins dans l'économie de la propriété, mais dans l'économie de l'accessibilité et de l'accès en tout cas. Mais à voir là-dessus. Et c'est vrai aussi, la Citroën Ami est aussi une des premières voitures qui est aussi vendue et mise à disposition sur abonnement là-dessus. Clotilde Delbos, la DG de Mobilize, a noté que Limo était la réponse de leur marque aux évolutions du marché du transport de personnes, qui passerait de 28 milliards de dollars aujourd'hui à 50 milliards d'ici 20 ans là-dessus. Donc, je suis très intéressé de voir. Je ne sais pas si dans le chat il y a des chauffeurs ou des chauffeuses ou des VTC, mais de voir si l'offre de Mobilize, qui j'imagine sera un abonnement plus l'entretien, etc. et d'autres choses, sera rentable là-dessus. Hop là. Alors si l'abonnement n'est pas résiliable à tout moment, c'est l'équivalent d'une dette, nous dit Mac Cobbleboy. Est-ce que cet abonnement est résiliable à tout moment? Contrat de location, soit de paiement à l'usage. Bah non, parce que si c'est du paiement à l'usage, du coup, il n'y a pas enfin, ce système permet de ne pas s'engager. J'imagine que le contrat de location, c'est l'offre avec engagement et que le paiement à l'usage, qui est de dire ah bah ce week-end, je sais pas, je suis disponible et je vais arrondir mes fins de mois, je peux
réactiver le temps de ce week-end, Mobilize, avoir accès à un véhicule et devenir VTC pour me faire de l'argent. Ça pourrait en tout cas être pratique pour pas mal de personnes qui veulent la flexibilité et peut-être pas se dire je vais devenir VTC à temps plein par exemple et investir dans l'achat d'une voiture en tout cas. À voir. Salut Aubin et salut Gaspard Nacker. On termine avec les taxis. Ce coup-ci, on va se projeter dans un taxi plutôt pas français mais coréen, qui est un peu plus un taxi futuriste. Voici, regardez, le beau taxi de chez Motional. Donc Motional, je vous rappelle, comme le dit l'article, hein, c'est Hyundai notamment qui est derrière, parce que vous reconnaissez bien cette voiture que je trouve toujours aussi belle. C'est la Ioniq 5 de chez Hyundai. Elle va servir de base pour Motional, qui est une entreprise de taxi autonome poussée par Hyundai. Je vous rappelle que tout le monde a son entreprise de voiture autonome là-dessus, donc Waymo par exemple. Eh bien, Lyft utiliserait ces taxis Motional dès 2023, donc dans 1 an et demi, pour utiliser, eh bien, écoutez, certaines courses. Je vous rappelle aussi que Waymo est en train de faire des courses automatiques, enfin autonomes de voitures dans la ville de San Francisco actuellement. Là-dessus, en tout cas, cette voiture atteindrait un niveau d'autonomie de level 4. Je vous rappelle qu'il y a 5 levels d'autonomie. Le maximum étant qu'une voiture peut absolument tout faire sans la supervision d'un humain. Et le level 4, si je ne m'abuse, c'est que la voiture n'a déjà plus besoin de la supervision d'un humain, mais ne pourra pas tout faire en termes de conduite, d'usage et peut-être d'environnement. Donc, on avait montré les tests, notamment de Waymo actuellement à San Francisco, et Waymo est un level en dessous, puisqu'il fallait que, même si le taxi est autonome et dans les faits gérer la course seul, il fallait qu'une personne reste sur le siège du conducteur, une personne de chez Waymo, pour superviser manuellement le véhicule en cas de besoin. Donc on en était là. C'était aussi surtout un besoin légal. En tout cas, normalement d'ici 2023, est-ce que des taxis de level 4 seront autorisés? À voir. Mais je vous la montre quand même parce que la Ioniq 5, c'est quand même une sacrément belle voiture. Et je vous le disais, pour moi, elle fait un peu héritière spirituelle de la Lancia Delta, j'ai envie de dire, et sur lequel on aurait quand même posé du lidar et des capteurs un peu partout. Hein. C'est vraiment, pour l'instant, on adapte les véhicules. Voilà. Est-ce que la réglementation avance bien au sujet des voitures autonomes, demande Blackish 32. C'est aujourd'hui je ne vais pas dire que c'est le frein, hein, parce qu'il faut que la législation soit bien faite. Mais aujourd'hui, la technologie avance plus vite que la législation. Voilà. Il y a des véhicules de niveau 3 et 4, etc., qui fonctionnent. Le level 5, théoriquement, je crois qu'Audi en avait déjà parlé, théoriquement, il est atteignable. C'est plutôt une question de législation. Même si, encore une fois, on a montré hein, que beaucoup de voitures galèrent dans certaines situations sur des choses qui sont très triviales. Donc, encore une fois, ça va prendre du temps, mais je pense que la technologie sera disponible et avancera plus vite que la législation. Mais vraiment, on est sur une question de quelques années et pas de quelques décennies, hein, Daz, pour avoir des véhicules 100% autonomes qui circuleront dans nos villes au KLM en tout cas. Pas fan des formes perso. Oh, arrêtez, cette voiture est trop belle. Regardez-moi le phare avant là. Quelle beauté. Vous avez cette arcade sourcilière où je personnifie les voitures à un max. Hein. Ça, c'est une arcade sourcilière Dragon Ball Z sur 20, hein, j'ai envie de dire. Bon, bref. Voilà, en tout cas, on a terminé avec les transports. Il est déjà midi 22. Mais bon, on était un peu en retard, donc ça va. On peut finir vers midi 45. On va passer maintenant aux internets, à la politique, à la société. On commence avec la fin d'un service. C'est Samsung Cloud qui disparaît. Malheureusement, encore un nouveau fail hein, pour Samsung qui longtemps a essayé de proposer ses propres solutions et de se placer un peu comme un GAFAM en fait, et de proposer son cloud, son assistant, son client mail, son App Store, ses fonctionnalités, etc., etc. Samsung n'a jamais vraiment réussi, malgré le succès des Galaxy S, à créer une sorte d'écosystème comme peuvent le faire Google ou Apple par exemple. Et donc Samsung Cloud vient rejoindre le cimetière de toutes les tentatives logicielles de Samsung de créer écoutez, des services en leur nom. Mais ça avait déjà été annoncé l'année dernière qu'ils allaient jeter l'éponge. Là, c'est officiel selon nos copains de ZDNet, pardon, puisque ils vont signer un partenariat avec Microsoft notamment et proposer à leurs utilisateurs de tout reverser sur OneDrive. Donc défaite là-dessus de Samsung, un peu compliqué pour eux. Encore une fois, vous savez, Samsung, ça a longtemps été, je ne sais pas si vous avez eu des Galaxy S, hein, mais à un moment, Samsung, dans les Galaxy S, ils avaient essayé de caser un peu un OS dans un OS. C'est-à-dire qu'il y avait leur surcouche,
qui était littéralement l'ergonomie de Tizen OS. Et vraiment, vous aviez le centre d'application Samsung, les SMS Samsung, les mails Samsung, Samsung News, Samsung Vidéo, Samsung Cloud, Samsung Sauvegarde, Samsung Health, Samsung Home, la totale. Et en fait, à côté, il y avait la même, mais de chez Google. Donc vraiment, c'était un doublon de fou. Et Samsung a essayé, encore une fois, hein, ils se sont dit, on est les premiers vendeurs de téléphones au monde, en tout cas à l'époque, pourquoi on ne va pas créer notre propre OS, notre propre écosystème, en s'appuyant au début sur, je vous rappelle, la stratégie c'était de s'appuyer sur Android, avoir une surcouche assez différenciante d'Android, qui est One UI, avoir nos propres applications, et si les gens se mettent à utiliser en masse nos applications et à utiliser notre surcouche, le jour où on passe sous Tizen OS, et vraiment c'était la stratégie Samsung, la plupart des utilisateurs ne se rendront même pas compte qu'ils sont passés sous Tizen OS parce qu'en fait la surcouche et l'ergonomie et l'UI sont les mêmes que ce qu'ils ont eu avant. Ils auront encore leur store avec leurs applications, etc. etc. Ils ont tenté. Globalement, ils n'ont pas réussi. Donc, il y a 2-3 ans, Samsung est un peu rentré dans le rang au niveau des téléphones. Cette année, ils sont rentrés dans le rang au niveau des smartwatches. Mais voilà, encore une fois, je ne sais pas, est-ce que dans le chat, il y a des gens qui utilisent vraiment tous les jours un service Samsung plus qu'un autre service? Je veux bien. Est-ce que des gens utilisent vraiment très souvent Samsung Health ou Bixby ou l'App Store Samsung? Je crois qu'à un moment, il y avait 70 apps préinstallées sur les téléphones Samsung au pire du pire. Alors, une personne a dit Samsung Pay, une autre a dit Service Client, Samsung Watch. Ouais, donc à part Samsung Pay, en gros le service de paiement et la santé. Ouais, bon bref, c'est logique encore une fois que Samsung Cloud disparaisse. Je me demande si la prochaine tentative coûteuse et ambitieuse de Samsung à mordre la poussière ne sera pas Bixby. Parce que vraiment Bixby, c'est dur. On va maintenant passer à l'internet mondial avec une alerte donnée par notre scientifique en chef et surtout héros de Blockbuster, Romain Chaland. Romain qui essaye de sonner l'alerte mais personne ne l'écoute. Il va devoir sauver le monde seul puisqu'une super tempête solaire pourrait mettre à mal l'internet mondial. Incroyable. C'est marrant parce que lundi, je vous avais parlé de ce timing pour partir sur Mars et d'utiliser le Soleil comme un bouclier anti-radiation venant d'autres galaxies, littéralement, c'est pas une blague. Regardez le replay de l'émission de lundi. Eh bien, le Soleil, c'est peut-être un bouclier pour atteindre Mars, mais le Soleil, c'est peut-être aussi quelque chose qui va un peu cramer nos connexions Internet là-dessus. C'est une façon un peu anxiogène de commencer la semaine, mais une étude baptisée Solar Superstorms Planning for an Internet Apocalypse eh bien, s'intéresse à l'impact d'une éruption solaire de grande envergure sur l'Internet mondial. Cet événement de type Black Swan, c'est-à-dire un phénomène imprévisible et en une faible probabilité de se dérouler, pourrait toutefois avoir des conséquences catastrophiques sur les infrastructures du globe, en tout cas. Donc d'une probabilité de 1,6 à 12% par décennie, comme que ça arrive. C'est quand même assez costaud. Donc, une tempête solaire éjecterait de la matière chargée électriquement. Et elle est très directionnelle, ce qui la rend justement imprévisible. D'autant plus qu'elle peut ensuite mettre de 13 heures à 5 jours pour atteindre la Terre. Ok. Difficile de percevoir l'impact de ces événements dans l'histoire de l'humanité, considérant que la technologie électromagnétique ne s'est vraiment développée que lors de ce dernier siècle. Néanmoins, une tempête solaire a fait sensation en septembre 1859. Incroyable. Je crois que Keanu Reeves était déjà vivant à cette époque-là. Atteignant notre planète en seulement 17,6 heures, elle avait perturbé les communications de l'époque, notoirement le réseau télégraphique. Plusieurs opérateurs auraient subi des décharges électriques et des pannes de télégraphe avaient été constatées en Amérique du Nord, en Europe. Plus étonnant, même avec l'alimentation coupée, les messages télégraphiques pouvaient être envoyés avec le courant généré par le CME. Incroyable. En contrepartie, les humains avaient pu admirer des aurores polaires jusqu'à l'équateur. Ouh, ça c'est classe. Ça, c'est classe. Alors, vous imaginez que maintenant, où absolument tout est connecté, et notamment aussi des aéroports, des avions, des voitures, enfin, des trucs que t'as peut-être pas trop envie qu'ils tombent en rade. Hein. Autant ta Freebox, bon, c'est relou, autant le reste. En tout cas, qu'est-ce que ce serait comme impact sur nous en 2021 ou d'ici 2031 en tout cas? Eh bien, déjà, ça pourrait détruire plein d'équipements en orbite, dont les satellites à basse altitude, dont ceux de Starlink notamment. La fibre optique ne serait pas affectée. GG aux personnes qui ont la fibre, c'est-à-dire 0,0001% de la France.
Mais pour le reste, les câbles sous-marins pour lesquels le risque serait bien plus grand. Une tempête solaire pourrait perturber un certain nombre de ces câbles dans le monde et provoquer une perte massive de connectivité. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer. Mais qu'est-ce qui se passe dans le chat? Donc ce matin, mon ordinateur bug et maintenant... Et les soleros là, dans le chat, je vous ai reconnu là, les tempêtes solaires là. Arrêtez de me faire bugger mon truc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on attend? Est-ce que je dois payer une rançon à un gang de hackers des pays de l'Est? Moi j'ai tout mon temps. Hein. Alors, le problème c'est que on n'a pas de modérateur et de modératrice sur les numériques. Puisque normalement nous sommes une chaîne avec une bienveillance totale. Est-ce qu'on est en train de payer un petit peu le début de popularité de notre petite chaîne Twitch? Est-ce que tu peux tenter, Diana, à la main, sur ton trackpad, décoper le chat là-dessus? En attendant, merci pour vos follow et merci pour vos subs. Je vais essayer de regarder sur l'écran où sont vos follow et vos subs. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On peut mettre, effectivement, on peut mettre le chat en follow only. Ah, j'ai vu un subprime. Ah, il a disparu. RIP, petit subprime parti trop tôt. RIP à toi, mais je t'ai vu passer là-dessus. Oui, bah, on avait mis 0 restriction sur le chat parce que bah, on trouvait ça cool. On va mettre le chat, je sais pas si tu as accès à l'admin, ma chère Diana. Normalement, voilà. Alors, on peut ne pas la... Là, on l'a mis réservé aux abonnés, tu peux peut-être la réserver aux follow. Voilà, oh là là, non, oula, non. Ah, ah, ah. Alors, un gros bisou à vous hein, qui allez regarder cette émission sur YouTube à la fin de cette journée. Vous allez dire, mais de quoi il est en train de parler le mec depuis tout à l'heure? Je sais pas, on voit le chat là sur l'écran ou pas, Karl? Ah, est-ce que ça va mieux? Un raid de bots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'ailleurs, effectivement, je l'ai appris juste là au dernier moment, j'avais pas trop suivi. Mais effectivement, il y a une journée, normalement aujourd'hui, de boycott de Twitch. Donc, nous, on fait quand même notre émission parce qu'on n'a pas pu la faire hier. Je vous la relais dans quelques instants. Et notamment, c'était une journée aussi pour protester contre des raids complètement débiles sur Twitch, mais plutôt des raids haineux que des raids là de bots. Mais on en parlera juste après. On revient à notre tempête solaire, du coup. Oh là là, il y a des petits bots qui s'incrustent. Incroyable. Ah non, il nous troll, j'y crois pas. Oh le troll, le petit coquin. Je me suis dit qu'on s'est peut-être pris une tempête solaire. Compliqué. Bon, on en était où? On était à 20 milieux sous les mers et je vous parlais des câbles sous-marins d'Internet. Je vous rappelle que les câbles sous-marins d'Internet, c'est pas des câbles USB-C, hein, c'est des câbles qui à peu près sont épais comme des tunnels. Hein. Si ces câbles sont endommagés par la tempête solaire, bah, on va couper l'accès Internet sur des continents entiers, des pays entiers. Et encore une fois, à réparer, c'est pas un technicien Freebox qui va dire est-ce que vous êtes tenté de brancher, de débrancher votre câble sous-marin? Non, là, à réparer, ça va être très compliqué. Donc, en attendant l'apocalypse, hein, en attendant le fait qu'on va devoir sortir de chez nous et parler en vrai à des gens, eh bien, allez voir ce très bon article de Romain qui résume cette étude sur ces tempêtes solaires extrêmement dangereuses. Et effectivement, on n'en a pas connu, mais posez-vous la question, imaginez que le monde, d'un coup d'un seul une attaque totale du Soleil, imaginez que le monde se retrouve coupé de toute forme de télécommunication. Ce serait un bordel, parce qu'il y a quand même beaucoup d'infrastructures importantes qui tournent, encore une fois, sur des serveurs des communications. Je pense pas qu'il y ait juste le côté genre « Ah, je peux plus checker mes mails ». Je pense que il y aurait beaucoup d'accidents un peu partout, il y aurait beaucoup de crash, de bordel, il y aurait beaucoup d'attaques de boutiques ou de piratage parce qu'il n'y a plus de serveurs IRL comme de serveurs virtuels, de serveurs de sécurité virtuelle. Les gens ne pourraient plus se parler, se rejoindre. Bon, bref. C'est la base du roman Ravage de Barjavel, nous dit Madingue. Très bien. Eh bien, je note, en tout cas.
les réseaux de secours sont en IP. Non, non, normalement si ça frappe, ah ben, ils resteront que les gens qui sont fibrés. C'est-à-dire 12 personnes en France. Et qui peut-être pourront discuter entre elles, mais même pas, parce que leur FAI sera tombé. Bon, à voir en tout cas. Euh, Diana, on va passer l'actualité sur la Chine. On va aller directement en Corée du Sud, ça te dérange pas? Voilà. Pourquoi en Corée du Sud? Parce qu'en attendant que l'Internet tombe, il y a des gens qui sont en train de prendre l'assaut, les monopoles des App Store, en tout cas. Euh, dans Dog Doggy qui me dit en cas de tempête solaire, ce serait pas le plus simple de juste couper l'internet le temps de la tempête, histoire d'éviter toute destruction de matériel. Mais encore une fois, couper tout internet, c'est un peu, ça serait un peu compliqué. Avant en tout cas. Corée du Sud, gouvernement, GAFAM, argent, App Store, monopole, bref. Depuis quelques semaines, vous savez, la grande bataille des développeurs pour contrer les pratiques qu'ils considèrent comme abusives et monopolistiques de la part d'Apple et de Google. Eh bien, énorme victoire pour eux, puisque la Corée du Sud a entendu leur appel et va passer une loi qui va contraindre Apple et Google à laisser eh bien, écoutez, les développeurs d'app à choisir notamment leur mode de paiement et des modes de paiement externes à ceux d'Apple et de Google. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui, lorsque vous faites une dépense dans l'Apple Store, dans le Google Store, dans la grande majorité des cas, Apple et Google prennent 30% de marge dessus, quelle que soit la dépense que vous faites. Une skin Fortnite, un abonnement à Spotify, etc. etc. Cet article explique très bien que si les applications et les services et les plateformes qui sont sur ces App Store pouvaient choisir un mode de paiement à eux, imaginons en passant par Atos, World Online, etc., ou Visa ou autre, ou PayPal, que sais-je encore, eh bien, on passerait de 30 à 1, entre 1 et 3%, en tout cas de fees de ces, évidemment, de ces moyens de paiement. Donc beaucoup plus rentable pour les apps. Ce à quoi rétorque et répond Google, puisque voilà, et Google et Apple ont réagi à ça, que selon eux, encore une fois, eh bien, un App Store, ça coûte beaucoup d'argent à maintenir, ça permet d'avoir une sécurité, ça permet d'avoir aussi une expérience qui est fluide et, comme les Américains aiment le dire, frictionless, ça permet d'éviter aussi les scams, les arnaques, etc. etc. Je suis d'accord avec eux. Encore une fois, les App Stores sont un vrai service qui donne une infrastructure, centraliser les mises à jour, centraliser les paiements, etc. etc. C'est très sécurisé, aucun souci là-dessus. Mais donc, malgré les protestations de Google et d'Apple et qui ont des arguments, la Corée du Sud va passer la loi et ça pourrait faire en tout cas jurisprudence. Parce que si la Corée du Sud passe la loi, et on sait qu'encore une fois, euh, beaucoup de, beaucoup d'autres pays sont en train de se pencher dessus. On sait aussi qu'Apple a dû reculer là-dessus, est en train de rendre un peu plus de liberté, de flexibilité aux applications pour les moyens de paiement notamment. Eh bien, ça pourrait être un petit peu compliqué pour eux. Donc Apple et Google qui sont évidemment, qui respectent la décision mais sont désolés parce que pour eux, le fait de ne passer que par leur store, c'est évidemment la solution la plus sécurisée, la plus simple, la plus fluide pour les apps. Et ça permet aussi aux gens de dépenser mieux et plus parce qu'ils sont l'esprit tranquille et pas de se dire qu'à chaque fois, imaginons, vous voulez acheter une skin Fortnite, vous tombez sur un truc où il faut re-rentrer votre carte bleue sur un nouvel opérateur ou un nouveau système de paiement, ou vous êtes sur une application moins connue, vous voulez débloquer les pubs de votre, je sais pas, de votre petite application qui sert à changer votre visage ou à virer votre visage, et vous tombez sur un truc qui est chelou, effectivement, c'est une possibilité aussi. En tout cas, peut-être qu'on va trouver un entre-deux où il faudra rester dans les App Store, mais peut-être que la marge va un petit peu baisser là-dessus. Donc, je pense que les deux parties ont raison, et je suis d'accord, encore une fois, pour dire que, notamment sur Windows, pendant longtemps, lorsqu'on voulait acheter des choses sur Windows, on allait sur le store d'un éditeur, on montrait sa carte bleue, il y avait beaucoup de piratage, c'était un peu le bordel, et qu'un vrai store bien centralisé et sécurisé, je trouve que c'est une vraie valeur. Et il faut le tenir, il faut avoir les serveurs et tout. Donc ça, pour moi, c'est une valeur et c'est un prix. Et je préfère que tout soit centralisé sur un store sécurisé, et notamment pour le grand public. Encore une fois, pensez à vos parents. Parce qu'un parent piraté, c'est une demi-journée de coup de fil à SAV. Vous connaissez le proverbe. Donc, pensez à vos parents ou aux gens qui ne s'y connaissent pas du tout et qui peuvent se faire arnaquer. Et ça va être un moment où il va y avoir des tentatives d'arnaque dans tous les sens si n'importe qui peut
mettre des moyens de paiement plus ou moins safe sur un store. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut 30% le fait de tout gérer pour les applications, c'est-à-dire la promotion, la visibilité, le stockage, la livraison et la bande passante, etc., etc. Je pense pas que ça va être 30%, mais je pense quand même que c'est la meilleure solution. Voilà. Euh, Les stores feront juste payer leurs services aux développeurs et les apps coûteront plus cher. Bah, je pense pas, c'est les Dan Hill. J'ai l'impression quand même que les développeurs sont en train de gagner ce bras de fer et que si un store essaie de les punir dans un autre sens, il y aura une nouvelle levée de bouclier. Et encore une fois, les autorités, parce que là, ce sont pas, il y a des class action des développeurs, hein, parce que je vous ai parlé de la class action des développeurs iOS contre Apple. Là, c'est littéralement le gouvernement coréen, sud-coréen, qui va imposer ça. Il y aura pas de possibilité pour Apple et Google de dire non, parce qu'en fait, du coup, leurs solutions sont illégales et vont se prendre des grosses amendes. Euh, Maître Gibus qui dit: je préfère le décentraliser, c'est d'ailleurs le principe d'Internet. Je préfère que des grandes marques qui ont une APK proposent sur leur site de marque de télécharger l'APK. Comme ça, les virus ne pourront pas se multiplier. Mais encore une fois, on parle entre personnes qui aiment la tech et qui suivent la tech. N'oubliez pas et gardez en tête que l'immense partie des gens qui font des achats sur Internet n'ont pas ce niveau, on va dire, de connaissance et ils font du KYC, comme on dit, donc Know Your Clients, par exemple. Et ils ne sont pas prudents et des fois ils dépensent un peu leur argent comme on leur a dit. Des fois ils tombent dans des scams ou dans des spams par mail, etc. Et ces personnes sont très nombreuses. Donc encore une fois, je ne doute pas que la plupart d'entre vous dans le chat ou ici dans les commentaires YouTube ne tombez pas dans les panneaux, mais il y a beaucoup de gens qui tombent dans les panneaux, et notamment sur tout ce qui est un peu décentralisé, qui va un peu à droite à gauche. Donc, quelle est la meilleure solution? Je ne sais pas. Moi, perso, je trouve que la meilleure solution, c'est d'avoir quelque chose qui est centralisé, qui est sécurisé pour les App Store, mais qui est beaucoup moins cher. On verra en tout cas. En attendant, ça nous fait rebondir sur une petite news d'Enum qui est sortie de la part de Patrick et qui nous rappelle que le Play Store a lui généré 11,2 milliards de dollars en 2019. Donc encore une fois, ce sont les documents du procès Epic Google sont en train de sortir. Et surtout, on avait une marge opérationnelle de 62%. Absolument incroyable. 62%. En 2019, Google a enregistré une marge brute de 8,5 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 11,2 milliards de dollars via son magasin applicatif Google Play. Donc je vous rappelle, la marge brute ne sont pas les bénéfices. Hein. N'oubliez pas, la marge brute, c'est différent des bénéfices, mais 62% de marge brute, quand même, ça se met pas mal. On se rend aussi compte que si 11,2 milliards de dollars, ça vous paraît énorme en chiffre d'affaires, pour Google, encore une fois, c'est pas énorme. Et je vous rappelle que l'App Store et le Play Store, tout comme iTunes et autres, ne sont pas des services les plus rentables, les plus profitables en tout cas, en termes de volume. Par rapport au hardware et aux services. Mais ce sont évidemment des systèmes de rétention très forts. Donc on est quand même sur quelque chose vraiment costaud. La publication de ces documents que l'entreprise que Google avait cherché à bloquer en vain et de la marge opérationnelle depuis 70% fournit un argument de taille aux États plaignants. Ceux-ci reprochent notamment à Google d'imposer aux développeurs d'app une extravagante commission de 30% sur chaque téléchargement payant et chaque paiement effectué au sein des applications. Donc exactement ce dont je vous parle avec le gouvernement coréen. Siphonnant ainsi les bénéfices des développeurs. Pour rappel, la plainte affirme que Google entretient une position de monopole sur les marchés de la distribution d'applications et les processus de paiement dont on parlait juste avant, mais aussi adopte des pratiques déloyales et trompeuses qui nuisent aux consommateurs. Donc là-dessus aussi, rappel, si vous pouvez aller voir les replays, on en parlait aussi beaucoup. Encore une fois, je vous rappelle que dans le procès Epic contre Google, beaucoup de mails sont sortis et ont montré que Google a des pratiques. Donc, en apparence, Google est un écosystème, Android est un écosystème très ouvert et beaucoup plus qu'iOS. Et en fait, en coulisses, Google utilise toutes les armes et les possibilités à sa disposition pour empêcher d'autres stores concurrents de fleurir et surtout de prospérer. Et donc que ce soit la pression mise aux développeurs ou la pression et les petits cadeaux faits aux constructeurs, en fait, dans les faits, Google est en position totalement monopolistique sur les stores et les moyens de paiement sur Android, tout comme les Apple. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. C'est pas fini, hein, en tout cas. Et, il va y avoir beaucoup de suites là-dessus, mais évidemment, ce sont encore des arguments qui vont vraiment dans le sens d'Epic Games et dans le sens des développeurs.
62% c'est beaucoup, mais pas non plus scandaleux, dit Savia, il y a beaucoup d'industries à ce taux. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Encore une fois, je vous le dis, c'est beaucoup, mais pour eux, ça pèse pas énormément. Ça reste quand même que quand tu as 62% de marge brute, et sachant que ton intérêt pour toi, c'est d'avoir beaucoup de développeurs et les meilleurs développeurs chez toi, si tu leur prends 30% sur leur bénéf pour obtenir 62% de marge brute, je pense honnêtement qu'il faut revoir le taux, quoi. Il faut vraiment, vraiment, vraiment revoir le taux. Zul Caliber qui disent imaginez Microsoft prendre 30% sur toutes les ventes faites sous Windows. Bah justement, Microsoft c'était l'inverse, c'est que aujourd'hui il y a Microsoft Store mais qui n'a jamais décollé. Microsoft a toujours été acheter vos applications ou vos trucs sur d'autres stores comme vous voulez. Mais Windows ça a toujours été le royaume du spam et de l'arnaque et des services de paiement un peu bizarres. Et surtout des gens qui achetaient moins parce que je vous rappelle encore une fois que le taux de conversion pour créer un compte est faible. Le taux de conversion pour créer un compte et rentrer son numéro de carte bleue est très très faible. Et le taux de conversion pour créer un compte, rentrer sa carte bleue et procéder à un achat est encore plus faible. C'est de là d'où vient la puissance des stores centralisés, puisque une fois que vous avez rentré une fois votre carte bleue, vous avez accès à plein de services, etc. et plein d'applications. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas autant de téléchargement d'applications si, lorsque vous téléchargez Facebook, vous devez rentrer votre numéro de carte bleue au cas où si vous faites des dépenses sur Facebook. Lorsque vous achetez Fortnite, vous devez aussi re-rentrer votre numéro de carte bleue pour les applications Fortnite, même si vous ne payez pas. Hein. Et vous faites ça sur toutes vos applications. Ça freinerait énormément de personnes pour rentrer leur numéro de carte bleue, encore moins télécharger leurs applications. Donc encore une fois, la vérité se trouve sûrement quelque part au milieu de tout ce gros bordel. En attendant, on va revenir à nous, les gens qui ne gagneront peut-être pas 11,2 milliards de dollars par an, mais qui ont des salaires et qui travaillons et qui télétravaillons. Incroyable. Télétravail, que vont changer les règles en France, les nouvelles règles. Eh bien, les nouvelles qui ont été éditées par le gouvernement via le protocole sanitaire, eh bien, on va se retrouver. La mise en place du télétravail en France va se retrouver désormais dans la besace des dirigeants d'entreprise et des syndicats. Nul doute que les mois de pratique de télétravail forcé vont jouer dans le dialogue. Ça va être un peu costaud. C'est un article de notre cher Guillaume Serres. De règles édictées vers le gouvernement via le protocole sanitaire, la mise en place du télétravail en France va se retrouver désormais dans la besace des dirigeants d'entreprise et des syndicats. C'est maintenant à la direction de l'entreprise, en discussion avec les représentants des salariés, de définir les règles en matière de télétravail, a indiqué ce matin la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Et cela dès demain soir, donc la news est parue en début de semaine, dans le cadre d'un nouveau protocole sanitaire. Donc, il n'y aura plus de jours minimum de télétravail fixé par l'État. Voilà. Ça confirme ce qui était le cas depuis le mois de juin, eh bien, avec un assouplissement des règles de télétravail, de quoi faire revenir plusieurs jours par semaine leurs salariés au bureau. Jusqu'alors, le télétravail total était la règle quand l'activité de l'employé le permettait, c'est-à-dire en gros parce que nous on fait actuellement, parce que nous on est en présentiel tout le temps. L'influence de la crise sanitaire sur les pratiques en entreprise en tout cas. Et ben, il va y avoir des grosses discussion, puisqu'une enquête récente menée aux États-Unis suggère que de nombreux travailleurs et travailleuses préfèrent sacrifier une partie de leur salaire ou de renoncer à leur congé payé s'ils n'avaient plus jamais à mettre les pieds au bureau. 61% des personnes interrogées affirment qu'elles seraient prêtes à accepter une baisse de salaire en échange de la possibilité de télétravail de façon permanente. Certains ont même suggéré qu'ils sacrifieraient jusqu'à 50% de leur salaire actuel pour le faire. Ah ouais, quand même. Un certain nombre d'entreprises élaborent actuellement leur plan de réouverture des bureaux. Si certaines sociétés ont introduit des options permanentes de télétravail, d'autres, dont Google et Apple si je ne m'abuse, ont suscité la controverse en suggérant que ceux qui décident de ne pas retourner au bureau à plein temps pourraient subir des réductions de salaire. Eh ben dites donc. Question. Petit sondage. N'oublie pas Samsung hein, dans les options s'il te plaît Diana. Est-ce que vous serez pour... comment vous préférez travailler? Présentiel 100%, télétravail 100%, télétravail souple, on va dire. Allez. Alors, on va créer le sondage. Attendez un petit peu. Attendez un peu. Attendez avant de répondre. Attendez un petit peu avant de répondre enfin. Je sens qu'il y a de la souplesse. C'est marrant parce qu'il y a... il y a beaucoup d'avis dans le chat, sauf un qui est le retour en présentiel à 100%. Le flex office, donc le télétravail souple, d'une certaine manière.
Le full télétravail ou le retour en présentiel à l'ancienne, en tout cas. Présentiel avec un jour de télétravail. Ouais, donc c'est plutôt team présentiel, en tout cas. Surtout du présentiel avec du télétravail au besoin. Votez dans le chat, en tout cas, mais une partie de ma mission secrète hier, c'était notamment de parler de ce genre de choses. Nous, c'est aussi en discussion de savoir, genre, combien de jours de télétravail? Est-ce que ces jours de télétravail peuvent être consécutifs? Est-ce que ces jours de télétravail peuvent être proches du week-end? Est-ce que ces jours de télétravail peuvent précéder ou suivre une période de congé de vacances? Est-ce que, question aussi toute bête, l'entreprise assure une personne qui serait au télétravail autrement qu'à son domicile déclaré? Bref, j'ai eu des discussions assez passionnantes hier durant ma journée spéciale. Mais le télétravail, du coup, c'est différent. Moi, perso, si je ne devais pas animer une émission tous les jours, moi, je suis assez team présentiel, j'aime bien venir en présentiel, mais je dirais un jour de télétravail, à prendre selon le besoin ou l'état aussi, parce que encore une fois, des fois, on bosse mieux quand on est en calbut. Je vous rappelle, hein, c'est une règle évidente de productivité. Des fois, c'est important de pouvoir bosser en calbut dans son salon, et vraiment, on bosse mieux. Alors, qu'est-ce que ça donne le chat, du coup, et le sondage? Ouais, est-ce qu'on a une tendance, maître Nadjar? Pas fini encore? C'est le souple qui est en tête. Très bien. Et d'ailleurs, est-ce que je suis en calbut là? Joker. Joker, Joker. Bon, en tout cas, vous me direz comment, dans votre entreprise, ou si vous êtes freelance, vos clients, c'est en train de gérer là-dessus. 70% pour le souple. Oh là là, mais quelle souplesse. Restez souple, comme disait ce cher Zoltan. Quelle souplesse totale, en tout cas. Bon, il y a les coûts d'électricité et l'internet qui ne sont toujours pas pris en compte, nous dit El Chico. Alors si, normalement, tu dois pouvoir justifier de ton surplus d'électricité, de l'équipement dont tu as besoin, de plein de choses que tu dois refacturer ou mettre en note de frais à ton entreprise, normalement. À voir, en tout cas. 6% pour le présentiel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le présentiel. Ok, on continue maintenant, on va quitter le télétravail, mais peut-être que c'était des télétravailleurs, on va parler de petits voleurs de Bitcoin qui sont passés par un malware qui s'appelait Clipboard, qui était là pour voler des crypto-monnaies. Voilà. Le problème, c'est que, un, ils se sont fait choper, et deux, les parents ont peut-être douillé, puisque ces voleurs de Bitcoin, qui sûrement étaient des pirates en calbut aussi, hein, tranquillement chez eux, je ne les vois peut-être pas trop venir en présentiel pour voler des bitcoins, eh bien, comme ce sont des adolescents qui auront volé plus de 1 million de dollars de bitcoin, eh bien, voilà, c'est 16 000 bitcoins qui ont été volés en 2018, eh bien, hop là, Benedict Thompson et Oliver Reed, qui étaient adolescents à l'époque des faits, ils ont créé un malware pour voler ces bitcoins à un certain Andrew Schober. Eh bien, le problème, c'est que normalement, les deux adolescents retrouvés au cours d'une enquête privée payée par Andrew Schober sont désormais adultes et étudient l'informatique dans une université britannique. Les mères et les pères de Thompson et Reed sont cités dans la plainte. Des courriels ont été envoyés aux parents avant le dépôt de la plainte pour demander aux adolescents de restituer la crypto-monnaie volée afin d'éviter toute action en justice. En tant que parent, je fais appel à vous pour vous donner d'abord la chance d'arranger les choses sans impliquer les forces de l'ordre. Ça, c'est donc Andrew Schober qui avait écrit aux parents des deux pirates. Votre fils est manifestement un jeune homme très intelligent. Je ne souhaite pas qu'il soit privé de son avenir. Franchement, pour une victime, sympa. Moi, on m'aurait volé 16 000 bitcoins, je peux te dire que j'aurais envoyé des Serbes. Non, je déconne. Mais quand même. En tout cas, Andrew Schober, il l'a joué vraiment sympa. Le problème, c'est que ces différentes demandes n'ont jamais reçu de réponse de la part des parents. Et donc voilà. C'est 16 bitcoins? Ah oui, pardon. Non. À mon avis, c'était 16 000 bitcoins en 2018 pour faire 1 million de dollars. Parce qu'en 2018, les bitcoins étaient un peu tombés à 3 000 dollars, non, si je ne m'abuse. Oh, je sais plus. Le taux du bitcoin est tellement bordélique. En tout cas, en 2018, le bitcoin n'était clairement pas aux 45 000 dollars auquel il est actuellement. Ça, c'est sûr et certain. La plainte d'Andrew Schober affirme que les parents savaient ou auraient raisonnablement dû savoir ce que leurs enfants faisaient et qui n'ont pas plus pris de mesures raisonnables pour empêcher tout autre préjudice. Dans la réponse, donc, les défendeurs ne contestent pas l'accusation, mais ont demandé une motion de rejet fondée sur les délais de prescription de 2 et 3 ans. Donc vraiment, c'est vraiment en mode, ouais, en fait, on savait, mais en fait, non. Donc franchement, le gars, tu te fais voler
tous tes bitcoins, donc 80% de ta fortune, tu retrouves les voleurs, tu payes l'enquête pour retrouver les voleurs, tu te rends compte qu'ils sont mineurs, et tu dis, bon, c'est des petits connards, mais quand même, je vais être au-dessus de la mêlée, je vais être un peu grand seigneur. Je vais avertir les parents pour juste récupérer mon argent, ne pas les envoyer en tôle, enfin après ils sont adolescents, ou ne pas mettre les parents dans la mouise. Tu écris aux parents, euh, enfin, franchement, et Andrew Schober, euh, Grand Prix, le mec il est canadien ou quoi, il est vraiment trop cool, il est vraiment sympa, il est poli, etc. Et les parents, tu sais qu'ils ont reçu le mail, ils te répondent même pas. Bon, bah écoute, à un moment t'envoies la cavalerie, quoi, il faut bien y aller, quoi. Tu as laissé aux parents la chance de te restituer les bitcoins pour juste dire bon, on s'arrête là et c'est fini. Et voilà, c'est fini. Sauf que maintenant, bah, peut-être que les parents ils vont devoir payer une grosse amende ou peut-être aller en tôle. Je ne sais pas. Compliqué en tout cas. Compliqué, compliqué, compliqué. On enchaîne un petit peu avec maintenant. Hop là. Je vais y arriver. Je vais y arriver. On va enchaîner avec du gaming et je parlerai pas de SVOD, ma chère Diana, pour tout à l'heure. On va rester sur le gaming en fait. Maintenant qu'on a terminé avec la crypto et les petits voleurs de crypto, on va parler d'un loisir d'adulte, évidemment, voler dans des avions à travers votre télé. Je vous rappelle que Flight Simulator de Microsoft est un jeu majeur sorti l'année dernière et que Cocorico il a été développé par les Bordelais de chez Asobo. Il a reçu évidemment, il a été accueilli avec des critiques dithyrambiques de la presse, des fans de Flight Sim et aussi des gens qui ne connaissaient pas Flight Sim, ce qui est aussi étonnamment accessible. Je vous rappelle que c'est pas le premier jeu de l'histoire en cloud gaming, puisque c'est plutôt Crackdown 3, désolé, mais c'est la première, on va dire, preuve de la puissance du cloud gaming dans un jeu vidéo, parce que je vous rappelle que en utilisant la connexion de la console, on récupère les datas satellites, l'imagerie satellite de Bing pour modéliser la Terre en 3D. Le reste est modélisé et calculé par votre console, donc l'avion, le modèle physique, etc. Mais du coup, on peut évidemment voler sur l'échelle 1-1 de la planète. C'est complètement dingo. Et je connais certains streamers qui aiment bien se faire des challenges pour traverser des zones pas possibles avec un minimum de carburant. En tout cas, il y a eu des mises à jour non-stop avec, je vous rappelle, le Japon. Là, on a le volocoptère qui arrive. On a un mode compétitif. Mais Florian, notre monsieur gaming, eh bien, est allé voir les gars de chez Asobo et notamment son directeur pour nous parler un peu de la genèse et aussi de l'avenir un petit peu du jeu. Mais c'est vraiment assez dingo ce qu'ils ont réussi à faire et ce qu'ils continuent à faire avec ce jeu qui est vraiment surréaliste. Et je vous le conseille parce que pour beaucoup de gens, Flight Sim c'est un jeu compliqué, mais n'oubliez pas que Flight Sim aujourd'hui, il a été fait aussi pour s'adapter à vos usages et que vous pouvez littéralement lancer le jeu sur votre console avec un pad et vraiment vous éclater, quoi. C'est vraiment assez incroyable. Alone35 qui dit perso, je ne comprends pas les gens qui jouent à ce jeu sans OPSP. Écoute, il y a des gens qui aiment beaucoup voler dans des avions, qui ne pourront peut-être pas un jour avoir leur permis de pilote ou les moyens de s'acheter un Cessna, et donc qui réalisent, on va dire, leur petit rêve d'enfant en pouvant voler avec des avions. Moi aussi, je suis team un peu, j'ai du mal quand un jeu n'a pas trop de but autre que se balader, mais voilà, avec le mode compétitif qui arrive, et tout ce que fait la commu, on commence à faire des choses un petit peu intéressantes. Si tu vas pas au Japon, tu as l'impression d'être sur Google Earth en 2006, nous dit Ribji. Ah bon, encore une fois, ils vont faire des progrès petit à petit. Je vous rappelle quand même que vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo avec un moteur physique ultra réaliste, un moteur atmosphérique ultra réaliste, etc. Comparer ça avec n'importe quel simulateur de vol, c'est quand même loin, quoi. Mais franchement, big up et allez lire cet article de Florian sur un petit peu l'approche et l'avenir de Flight Simulator, qui est vraiment un jeu incroyable. On va continuer maintenant avec le gaming et ce coup-ci, demain je vous parlerai du gouvernement chinois qui pressurise très fortement les milliardaires qui pour eux gagnent un peu trop d'argent, c'est intéressant. Et aujourd'hui on va d'abord parler du gouvernement chinois qui continue de pressuriser les gamers mineurs, les jeunes joueurs et joueuses de jeux vidéo, toujours pris dans le jeu vidéo, et ça fait des années que la Chine et la Corée tentent de limiter
un petit peu la consommation de jeux vidéo parce que bon, faut bien qu'à un moment cette nation devienne bonne à l'école et qu'elle cartonne s'ils veulent dominer le monde tranquillement. Eh bien, encore une fois, on va encore plus limiter là-dessus pour les mineurs. Je vous rappelle que en Corée et en Chine, notamment en Corée, vous devez fournir des fois sur certains jeux un numéro de sécurité sociale, donc qui n'est pas piratable. Et en Chine, vous devez aussi fournir des papiers d'identité pour prouver que vous avez plus de 18 ans ou pas pour jouer à des jeux vidéo. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, notamment en semaine, vous serez limité à 3 heures de jeux vidéo en semaine. Dans le détail, les plateformes de jeux ne pourront désormais proposer des jeux en ligne aux mineurs que de 20 h à 21 h les vendredis, les week-ends et les jours fériés, fait-on savoir du côté de Pékin. Donc c'est très limité. Ah, j'ai plus de batterie. Vas-y, on envoie. Attends, j'ai un chargeur. Hop, ne te casse pas la gueule, l'âme, s'il te plaît. Voilà. Ça consomme de l'énergie d'avoir 74 onglets Firefox ouverts. Vive les jeux offline, nous dit Copa 2, pas de limite. Il y a très peu de jeux offline en Chine. Voilà. Tous les jeux populaires sont que des jeux en ligne, déjà. Et après, les jeux offline, des fois, sont souvent des jeux mobiles qui demandent de se connecter eux-mêmes à Internet. Donc, c'est un petit peu, limité. En tout cas, 1 heure le vendredi, 1 heure pendant tout le week-end et les jours fériés. Donc là, vraiment, c'est genre une pensée évidemment pour mon neveu qui passe son temps à... Enfin, je joue aux jeux vidéo avec mon neveu et il passe son temps à négocier des minutes d'écran avec ses parents. Genre, j'ai débarrassé la table, est-ce que je peux avoir 10 minutes d'écran en plus? J'ai eu une bonne note, est-ce que je peux avoir 15 minutes d'écran en plus? Bah là, s'il vivait en Chine, quel enfer en tout cas. Il s'agit des règles les plus drastiques jamais imposées à ce niveau, outre la sanction infligée aux jeunes, tout simplement. Il s'agit également d'un coup de griffe du gouvernement envers les géants du numérique. Pékin avait déjà adopté des restrictions concernant le temps passé par les jeunes devant les écrans, en limitant en 2019 à 1 h 30 le temps quotidien passé sur une plateforme de jeu. Donc là, on passe de 1 h 30 chaque jour à 3 heures par semaine sur certains jours. C'est vraiment limité. Est-ce que les VPN, ça marche, nous dit Weldell. Je ne pense pas, puisque la plupart des jeux populaires en Chine ne fonctionnent que en Chine. À voir en tout cas. Je vous parlerai en tout cas demain aussi du serrage de vis de Pékin, notamment envers ces nouveaux milliardaires du numérique. Et vous allez voir, tout d'un coup, le communisme redevient communiste après quelques années de communisme capitaliste, on va dire. Bref, le gouvernement qui ne rigole pas et qui a toute une batterie un peu de serrage de vis qui est en jeu là-dessus. On termine avec les jeux vidéo, mais un peu plus sociétaux ce coup-ci. Et je vous rappelle que, un peu la surprise générale la semaine dernière, Time Magazine avait annoncé avec Fortnite avoir érigé un musée virtuel qui rendait hommage à l'œuvre de Martin Luther King. C'était un peu bizarre. Tellement bizarre et tellement cringe parce que les gens faisaient des blaireaux devant I Have a Dream, etc. que même Fortnite Epic Games a dû annuler toutes les danses et toutes les emotes, sauf celles qui étaient dédiées à ce musée virtuel. Mais plus compliqué, Bernice King, qui est la fille de Martin Luther King, s'est dissociée de l'initiative qui a été lancée. Et on apprend qu'en fait, il y a une bataille des héritiers de Martin Luther King entre Bernice et ses frères sur comment doit être utilisé l'héritage de Martin Luther King. Doit-il être monétisé ou pas? Elle pense que non, en tout cas, mais elle a tweeté là-dessus que, en soutien au Martin Luther King Center, qui est dirigé par son frère, qu'il ne licenciait pas les droits autour de leur papa, et donc ils ne sont pas, en tout cas, impliqués dans les décisions et le projet de faire ce musée dans Fortnite, qui a été créé avec Epic, PlayStation et Time Magazine là-dessus. Tout cela est fait par Intellectual Properties Management IPM, qui est en fait une autre boîte gérée par l'un des autres frères de Martin Luther King. Et autant vous dire, dans cet article, on apprend qu'entre frères et sœurs, ils sont pas très contents ils sont pas très d'accord sur comment on doit gérer l'héritage de papa et l'héritage qui soit intellectuel. Tout comme l'héritage, on va dire, qui soit d'un point de vue exploitation de son héritage et commercialisation et monétisation de son héritage. Donc un beau bordel, mais ça confirme un peu quand même que c'était un peu bizarre d'avoir vu ce musée Martin Luther King dans Fortnite. L'initiative aurait pu être intéressante, mais voilà. On termine enfin avec la news la plus importante, la news du futur, la viande de demain.
pour vous, les véganes, sera exactement comme de la vraie viande, sauf que ce ne sera pas de la viande, mais qu'elle sera imprimée en 3D. Incroyable ou pas? Les chercheurs japonais impriment en 3D du bœuf de Kobe cultivé en laboratoire. Ils ont réussi à recréer la structure du bœuf de Kobe, c'est-à-dire, je vous rappelle, le bœuf de Kobe est un bœuf avec sa fameuse viande marbrée de gras. C'est une viande très 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 grasse, puisque les bœufs de Kobe sont élevés un peu de cette manière. Apparemment, c'est évidemment une catastrophe écologique, puisqu'ils demandent je ne sais pas combien de milliers de litres d'eau, d'électricité, de nourriture, etc. pour être élevés. Et donc voilà. Et en tout cas, assez incroyable. Les chercheurs japonais ont réussi à recréer la structure complexe de la viande. Et donc on est très loin de ce qui se fait actuellement dans tout ce qui est Beyond Meat, Impossible Meat, ou ce qu'on fait notamment avec le soja, pour recréer une viande qui vraiment a la structure, littéralement la structure complexe d'une viande. Et leur but du jeu, c'est de recréer artificiellement quelque chose qui relève de la vraie viande dans sa structure. Je vous rappelle que ces dernières années, un des grands progrès faits par l'impression 3D, c'est l'impression 3D d'organes, les fameux ghost organes. Donc ce sont des organes qui vont peut-être révolutionner la greffe et le soin, puisque ce sont des cellules imprimées en 3D qui sont compatibles à quasiment tous les corps pour lesquels elles vont venir se greffer, littéralement. Mais là-dessus, on aurait de la viande. Alors, est-ce que ce sera le goût de la viande Wagyu, le fameux bœuf de Kobe notamment? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais ce sera rigolo de venir dans des restaurants commander votre bœuf de Kobe et de le voir se faire imprimer en 3D, comme ça, tranquille. Mon boucher de quartier vend du bœuf de Kobe, il nous dit Copa 2, j'espère élevé en France. Alors officiellement, ça a peut-être changé, si je ne m'abuse. Le bœuf de Kobe n'est élevé que à Kobe et à Tamiya, une autre ville à côté, si je ne m'abuse. Et en Europe, je crois qu'il n'y avait qu'un élevage de bœuf de Kobe qui avait été importé littéralement, un couple de bœufs vivants qui avait été emmené du Japon en Espagne. Et je crois que l'Espagne, il y a quelques années, était le premier pays à avoir des vrais bœufs de Kobe sur leur terre. Après, il y a des manières d'élever les bœufs de type à la Kobe pour avoir cette viande un peu plus marbrée. Et écoutez, je ne sais pas si c'est le cas en France là-dessus. Il y a des fermes de Wagyu en France, nous dit-on. Ok. Un élevage dans le 44, c'est le seul qui a vraiment des bœufs de Kobe Lego. Ah bah comme nous dit Viewer du Grenier. Axel Rock nous dit on peut faire du Wagyu en dehors du Japon, mais pas du Kobe il me semble. Oui, ça, c'est qu'en fait les techniques, encore une fois, enfin, le bœuf japonais n'est pas un bœuf unique au monde. C'est juste que la manière de l'élever, de le nourrir et de le tuer sont assez spécifiques. Bon bref, pendant que les viandards du chat nous donnent plus d'informations sur la disponibilité ou pas de bœuf de type Kobe ou de bœuf importé de Kobe en France, c'est très spécial, hein. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé, c'est vraiment très spécial. Eh bien écoutez, en attendant, vous pourrez, avec la place que vous avez gagnée avec votre machine à laver moins profonde que d'habitude, vous pourrez peut-être poser une imprimante 3D à viande et imprimer le soir votre petite viande pour vous faire votre petit bœuf de Kobe là-dessus. Donc, je trouvais ça. Est-ce que c'est appétissant? Je sais pas. Est-ce que ça donne envie pour le monde de demain? Je vous rappelle qu'encore une fois, la consommation de viande, au-delà du goût, hein, moi je suis un fan de viande d'un point de vue goût, c'est un gros problème écologique. Et aussi un problème éthique et moral pour d'autres personnes. Mais peut-être que la viande de demain, encore une fois, elle sera. Enfin, on est en train de tous et toutes chercher des solutions alternatives pour produire et consommer de la viande. Peut-être que ça viendra des imprimantes 3D. Une imprimante pour les services et une pour le repas, c'est parfait. J'avoue là-dessus. Je voulais terminer du coup sur ce qui se passe sur Twitch en ce moment. Je vais vous montrer un petit tweet de mon compère Mister MV qui du coup aujourd'hui ne va pas streamer comme beaucoup de streamers, puisque vous voyez aujourd'hui c'est le A Day of Twitch. Alors nous on n'a pas respecté aussi parce que je l'ai appris un peu tard et que je n'avais pas calculé que ça allait tomber aujourd'hui, un jour où on stream. Voilà. Mais je vous rappelle que de la même manière que pour Black Lives Matter, il y a eu une journée, on va dire, de recueil. Aujourd'hui, c'est plutôt une journée de protestation sur Twitch. Donc, j'ai envie de vous dire merci de regarder notre émission tous les jours, dont aujourd'hui. Et puis, désolé de regarder notre émission aujourd'hui parce que du coup, on n'est pas dedans. Donc, il y a une grande campagne qui s'appelle Twitch Do Better qui existe depuis depuis des mois. Mais A Day of Twitch et Sub of Twitch, c'est assez nouveau puisque là-dessus, on veut encore une fois aider les créateurs
qui sont marginalisés, qui sont visés par des attaques de bots ou des attaques de trolls bien humains mais bien haineux. Donc on a une attaque de troll juste tout à l'heure, voilà, j'ai même pas fait exprès. Mais encore une fois, beaucoup de streamers et de streameuses reprochent à Twitch son manque d'action sur beaucoup de choses. Et ils trouvent que Twitch fait plus d'efforts pour monétiser les choses, etc., que pour vraiment créer une atmosphère de sécurité, de bienveillance pour les créateurs de contenu. Et encore une fois, les hate raids se sont un peu multipliés ces derniers temps, et sans que Twitch n'agisse de manière assez significative. Et donc vous imaginez bien que beaucoup de personnes dont vous soupçonnez le genre, l'ethnie ou autre chose comme ça, sont visées par des hate raids. Donc voilà. En tout cas, à voir si Twitch va se bouger là-dessus. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de streamers et de streameuses, notamment américains, mais quelques-uns de français aussi, qui aujourd'hui ne prendront pas l'antenne. Donc j'ai envie de vous dire, je voulais en parler, même si c'est paradoxal parce qu'on est en train de faire cette émission en direct sur Twitch. Mais en tout cas, gardez-la en tête et puis allez peut-être aussi, parce que je vois que des gens posent beaucoup de questions, allez un peu explorer le hashtag ED of Twitch. Il y a beaucoup d'articles, je crois que Madingue en a mis un, merci. Voilà, Madingue a mis l'article de The Verge qui résume un peu l'affaire et les enjeux actuellement, mais vous voyez un peu les quatre demandes de cette campagne sur ED of Twitch, mais globalement sur Twitch Do Better. En gros, vraiment, c'est une demande qui date depuis des années pour que la modération de Twitch, les règles de Twitch, tout soit plus clair globalement pour les créateurs et les créatrices de contenu en tout cas. Donc, discussion intéressante, discussion vraiment importante, et encore une fois, une discussion un peu éternelle de toutes les plateformes aujourd'hui, que ce soit Twitter, Twitch évidemment, mais aussi Facebook, aussi YouTube. Comment on fait pour avoir des communautés toujours plus grandes, parce que toutes les plateformes cherchent à avoir toujours plus de communautés. Comment on fait pour avoir toujours plus d'engagement avec des gens dans des chats, comme vous, par exemple en direct, ou dans les commentaires en bas sur YouTube, pour ceux qui regarderont le replay, celles qui regarderont le replay. Et comment on fait en même temps pour garder une atmosphère civile, ne serait-ce que civile, lorsque du coup, ben, c'est un peu la cour des miracles, il y a un peu tout le monde qui peut, tout le monde peut diffuser et tout le monde peut réagir, et évidemment tout le monde aussi peut s'amuser à bully et à harass et à troll, un peu, c'est un peu le trio des connards sur Internet, aussi en grande liberté avec très peu de répercussions. Donc là-dessus, il faut que ça se bouge. Mais voilà. Ghost Looping nous dit que c'est pas très suivi par les streamers et streameuses francophones, ce mouvement. Oui, je crois que pour l'instant, c'est plutôt outre-Atlantique que ça se gère. En tout cas, à part les quelques bots russes, ou je ne sais pas de quelle nationalité étaient les bots qui nous ont attaqués tout à l'heure, c'est une grande première. Merci encore une fois, toujours plus à vous d'être intelligent, d'être smart, de troller gentiment, de faire des jeux de mots pourris, mais en tout cas de faire en sorte que ce qui se passe sur cette émission tous les jours, ça se passe très bien. Merci aussi à vous qui laissez des commentaires sur nos vidéos YouTube. Globalement, à part quand on parle de certains sujets, ça se passe très bien et vous me faites vraiment très plaisir. On vaincra et peut-être qu'un jour, les numériques montreront l'exemple d'une chaîne saine avec des gens sains, et que voilà, on sera soutenu aussi par Twitch, qui annoncera, j'espère aussi, beaucoup plus de mesures. C'est la fin de ce petit live. Vous m'avez manqué hier, désolé du petit retard, mais en tout cas, on se retrouve dès demain à 11h. On se retrouve dès ce soir pour la condensée de quelques minutes et pour le replay total. Merci évidemment à Karl, à Diana d'avoir tout géré. Merci à Elisa qui peut-être regarde le plafond depuis tout à l'heure parce qu'elle n'a plus d'ordinateur, que je lui ai littéralement volé. Des bisous évidemment à Briac et à JB que vous ne voyez pas ici mais qui eux s'occupent des VOD. En tout cas, allez sur le site, on a plein de news, on a plein de tests. Allez sur notre YouTube, on a plein de vidéos et puis on se retrouve demain à 11h. À très vite. Ciao, des bises.